Bienvenue à toutes et à tous à la Maison de la Ligue et des patients pour cette première conférence de la Ligue de l'année 2019. Donc une petite annonce tout de suite, n'oubliez pas de rallumer votre iPhone en sortant. Et comme ça tout ira bien. Donc ce soir on va aborder un sujet qui n'est pas commun et je vois que ça a attiré quand même les foules puisque au début on pensait faire une réunion et finalement on va être obligé de faire une deuxième conférence dans quelques jours et on aura même un filmage ce soir pour ceux qui voudront revoir la conférence de ce soir sur le site internet de la Ligue. Alors y a-t-il une place pour l'aromathérapie dans le traitement des personnes atteintes d'un cancer ? La question peut surprendre à la première vue. Pourtant, il y a une dizaine d'années, à Colmar, dans le service d'onco-hématologie de l'hôpital Pasteur, une infirmière d'une unité de greffe de moelle a pu proposer aux patients, grâce aux huiles essentielles, une aide pour mieux combattre les nombreuses répercussions physiques et psychiques de leur maladie et des traitements. Cette infirmière, si appréciée des patients, surtout durant les longues nuits d'hospitalisation, pour son écoute et pour son professionnalisme, c'est Catherine Maranzana que vous avez si nombreux souhaité rencontrer ce soir. Le recours aux huiles essentielles n'est en aucun cas, bien entendu, une remise en question des traitements actuels du cancer, incontournables, malgré leurs nombreux effets indésirables, et beaucoup d'entre vous peuvent en parler. Par contre, je pense que les soins ne doivent pas se limiter à l'utilisation de médicaments dits de support, de soutien, d'accompagnement, qui ne sont pas anodins non plus. Ces soins doivent pouvoir faire appel à d'autres moyens que les médicaments, moins agressifs, moins connus aussi des médecins, mais qui ont fait leurs preuves. C'est pourquoi il nous est apparu nécessaire et utile d'avoir sur la question de l'aromathérapie le point de vue d'un soignant expérimenté, connaissant bien à la fois les traitements anticancéreux et le maniement des huiles essentielles, mais aussi, et c'est important, les patients et leurs attentes. Il nous est paru également essentiel d'entendre une personne qui a été malade, qui a accepté d'apporter ce soir son témoignage. Il s'agit de Madame Claire Dubray, que je remercie, et qui prendra la parole à la suite de Madame Maranzana. Donc je laisse maintenant le micro à Madame Maranzana, qui va vous faire part de son expérience unique et reconnue au niveau national et même à l'étranger. Je pense que vous aurez aussi beaucoup de questions à lui poser après sa présentation. Vous pourrez le faire soit en demandant le micro, en demandant de prendre la parole, soit en écrivant vos questions sur un papier si vous le préférez. Voilà, je vous souhaite une bonne conférence. Il y aura du temps pour le débat, bien entendu, après l'intervention de Mme Maranzana et de Mme Dubray. Le docteur Valère Littic, qui est oncologue à l'hôpital Pasteur de Colmar, devrait nous rejoindre, mais vous savez que les médecins à l'hôpital ont des journées un petit peu folles. S'il n'est pas là, il faut l'en excuser, sinon on fera sans lui, mais j'espère qu'il pourra nous rejoindre quand même. Je vous remercie de votre attention et je passe la parole à Mme Maranzana. Je suis ravie d'être devant vous aujourd'hui, même si c'est un peu le stress parce que c'est un sujet qui est un peu particulier. L'aromathérapie, je vous préviens tout de suite, vous allez ressortir d'ici frustrés. C'est un sujet qui est particulier dans le soin, c'est quelque chose qu'on a mis en place effectivement il y a une dizaine d'années, quand M. Auduy était encore chef de service dans notre unité d'onco-hémato. Je suis ravie aujourd'hui aussi parce que j'ai Madame Arnoux qui est avec moi. Je pense que c'est important de le dire parce que en fait, il y a deux personnes ici qui sont importantes. Il y a Madame Arnoux qui était notre cadre de santé à l'époque et puis Monsieur Auduy. Et si je suis là aujourd'hui après 10 ans, c'est grâce à eux. Alors vous verrez, les infirmières ont une sensibilité des fois un peu exacerbée, bon, je m'en excuse, mais c'est un voyage de 10 ans qui m'amène enfin maintenant devant vous.
J'ai eu la prétention un jour d'utiliser 3 gouttes d'huile essentielle sur un mouchoir au secteur stérile. Et voilà où ça mène. Et effectivement, ça nous amène loin, puisque voilà, les hôpitaux civils de Colmar qui ont eu la chance, l'ouverture d'esprit, voilà, de me laisser faire. Voilà, c'est quand même cadré. Hein. C'est une innovation en fait dans le soin, et j'ai voulu vous le partager aujourd'hui, vous donner envie peut-être, vous rassurer aussi. Alors je vais peut-être être un peu redondante, je ne sais pas. Je vais insister beaucoup sur la toxicologie, je vais insister beaucoup sur les dangers, mais je vais quand même vous expliquer ce pourquoi vous êtes là. C'est les bienfaits de l'aromathérapie. Effectivement, il y a une place d'aromathérapie au niveau des patients atteints de cancer. J'aimerais juste prendre 10 minutes pour vous expliquer ce que c'est que l'aromathérapie. Parce que les possibilités sont grandes, mais on voit tout et n'importe quoi, clairement. L'aromathérapie, c'est vulgarisé. On voit ça dans tous les livres, dans toutes les revues féminines, et l'aromathérapie peut être dangereuse. Donc je me suis dit, je prends 10 minutes pour vous expliquer ce que c'est que l'aromathérapie, et ensuite je vous parlerai des possibilités de l'aromathérapie dans la prise en charge des patients atteints de cancer. Et puis après, on écoutera Claire Dubray qui a eu la chance, je ne sais pas, c'est une chance, en fait elle vous le dira, d'utiliser les huiles essentielles en fait, en secteur stérile. Ouais. Ah d'accord, donc il faut aller en arrière pour avancer. Donc l'aromathérapie, c'est pas compliqué. C'est l'utilisation des huiles essentielles pour améliorer la santé. C'est une thérapie complémentaire. Je parle bien de complémentarité. À aucun moment, on ne remplacera un traitement traditionnel allopathique par des huiles essentielles. On arrive en complément. On entend parler parfois de traitements alternatifs. C'est extrêmement rare, ça arrive, parce que parfois on se retrouve dans les impasses thérapeutiques, et là effectivement on fait aussi appel à l'aromathérapie. L'aromathérapie, c'est l'utilisation d'huiles essentielles. Les huiles essentielles, ce sont des concentrés de principes actifs de plantes, de certaines parties de plantes. Je ne suis pas là pour vous faire un cours, mais je vais vous donner un certain nombre d'informations pour vous faire comprendre que l'aromathérapie, c'est pas de l'eau. Ça, c'est important. C'est important de savoir qu'on utilise les plantes pour obtenir par distillation des huiles essentielles. C'est la seule et unique façon d'obtenir des huiles. Vous avez 2 liquides, et j'insiste là-dessus en fait, parce que ces 2 liquides sont importants dans le soin, dans le prendre soin, dans l'utilisation de l'aromathérapie, de l'hydrolathérapie. Quand vous distillez des huiles essentielles, il y a un entraînement des principes actifs extrêmement volatiles par la vapeur d'eau. Vous obtenez un liquide biphasé, un liquide, vous voyez, alors il est un peu petit, hein, c'est pas tout à fait une bonne image peut-être. Mais vous avez les huiles essentielles qui flottent au-dessus, et en dessous vous avez les hydrolats, les fleurs d'oranger, les fleurs de... les eaux de bleuet, les eaux de rose, ça ce sont les hydrolats. Et au-dessus, les huiles essentielles qui surnagent. On appelle ça huile essentielle, c'est pas un corps gras. Et ça c'est important parce qu'à un moment donné, je vous dirai pourquoi. C'est pas du tout un corps gras. Donc huile essentielle, c'est obtenu par distillation, ou alors quand vous mangez une orange, ce qui vous gicle dans l'œil, ce sont des huiles essentielles. C'est une autre façon d'obtenir les huiles essentielles, c'est par expression du zeste. L'aromathérapie, c'est quoi? C'est absolument pas de l'eau. Si on devait le placer sur une frise, c'est ce que j'ai essayé de faire très schématiquement. J'aime bien parler par image, hein, je crois que c'est comme ça qu'on arrive mieux à retenir les choses. Vous avez l'homéopathie d'un côté, qui est dans l'infinitésimal, c'est vraiment quelque chose d'extrêmement dilué. Vous avez la phytothérapie. La phytothérapie, c'est l'utilisation des tisanes, hein, des plantes en extrait de plantes sèches, par exemple. Vous avez l'aromathérapie, et qui, dans sa toxicité, est plus proche de l'allopathie que de la phytothérapie. S'il y a une chose que vous devez retenir, c'est des images, mais une goutte d'huile essentielle correspond à peu près à 75 bols de tisane en principe actif. Donc c'est pas de l'eau. Ah oui, j'adore. C'est mon petit... Mais en fait, ça veut vraiment dire ce que ça veut dire, c'est que c'est pas de l'eau, donc c'est à manier avec précaution. Toutes ces huiles essentielles contiennent des molécules chimiques. Je ne suis pas là pour vous faire un cours de chimie, mais juste pour vous dire que ce n'est pas de la poudre de perlimpinpin auquel on prête des vertus magiques. Il y a différentes molécules chimiques. Certaines huiles essentielles peuvent contenir plusieurs centaines de molécules chimiques différentes, chacune avec des propriétés bien avérées. C'est ce qui explique par exemple que dans la lavande, c'est un exemple parmi tant d'autres, vous avez des propriétés sédatives, des propriétés anxiolytiques, anti-inflammatoires, un petit peu antiseptiques, cicatrisantes.
Voilà, c'est comme la goutte de myrrhe, vous savez, qui fait un petit peu tout. Les huiles essentielles, ça peut être comme ça, mais ça s'explique chimiquement parlant. Les propriétés, il y en a des tas. Je ne vais pas vous faire toute la liste. Mais il est vrai que ces propriétés sont nombreuses. Alors on parle d'anti-inflammatoires, d'antispasmodiques, contre les crampes, d'anti-allergiques, on parle d'antibactériens, antiseptiques, antivirales. On parle de décongestionnants, de circulatoires. Les propriétés sont nombreuses. On n'est pas là pour faire un cours, mais sachez qu'on les utilise dans énormément de services pour toutes ces propriétés. Juste pour faire un petit parallèle, j'ai compté aujourd'hui combien d'unités de soins utilisaient les huiles essentielles à l'hôpital. On est à 49 unités. Hein. Donc pour dire que voilà, on utilise les huiles essentielles dans différents domaines. Et c'est un outil qui est très apprécié et très utile en fait d'en prendre soin. Tout ça, c'est scientifique. Nous avons à notre portée des études scientifiques. Je suis en contact en fait avec énormément de professionnels. Alors, on travaille avec des pharmaciens, on travaille avec des médecins, des chirurgiens, on travaille avec des chercheurs CNRS, INRA. Et ces chercheurs me disent en fait que tous les jours les nouvelles études scientifiques arrivent et qui vont en fait... les études scientifiques, on s'en sert pour convaincre. C'est pas juste de dire, voilà, j'ai lu dans un livre que la lavande, c'est cicatrisant, c'est vraiment quelque chose à utiliser. Les études scientifiques, c'est ce qui fait que les portes s'ouvrent à l'hôpital. C'est ce qui fait qu'un médecin en libéral accepte d'utiliser les huiles essentielles auprès d'un patient. On arrive avec les informations scientifiques et c'est ce qui fait qu'on rassure et qu'on sécurise. Donner les bonnes informations, c'est aussi sécuriser les pratiques. Et ça, c'est important, j'en parlerai souvent. Le problème, c'est que ces huiles essentielles paraissent magiques. C'est pas de la magie, clairement. D'autant plus que, voilà, il y a une toxicité et pas des moindres. Sachant qu'une goutte d'huile essentielle, 75 bols de tisane, il y a déjà la qualité qui est importante. Bio, pas bio, alors on entend tout. Clairement, il faut du bio. Pourquoi ? Parce que les pesticides, même si on chauffe les huiles essentielles, passent à la distillation. Ça, il faut vraiment l'entendre. Alors, il y a peut-être des pharmaciens dans la salle qui vont peut-être me tirer dessus à un moment donné ou à un autre, mais clairement, dire que les huiles essentielles qui ne sont pas bio, ça ne présente aucun danger, je suis désolée, mais ça c'est prouvé scientifiquement, c'est pas vrai. Donc il faut prendre des huiles essentielles bio. La qualité, c'est important. Quand on utilise les huiles essentielles à l'hôpital, alors je vais faire des petits parallèles avec l'hôpital, de temps en temps, je suis désolée, je travaille à l'hôpital, mais la qualité, c'est important, il faut une qualité médicale, c'est-à-dire qu'il faut pouvoir identifier correctement le contenu de votre flacon quand vous l'achetez. C'est-à-dire que quand vous achetez un flacon, il faut un numéro de lot sur lequel on peut se reporter pour connaître le contenu chimique de votre huile essentielle. Clairement, vous n'allez pas le faire, vous. Mais d'acheter une huile essentielle qui est bien identifiée, alors je ne vous fais pas tout un cours, mais c'est important d'acheter des huiles de qualité, bio, 100% pure, naturelle. Il y a le respect de la dose. Le respect de la dose, c'est important. Quand on dit une goutte, c'est pas 10, c'est pas 50. Je vous donnerai des exemples de toxicité après. Il y a le respect des règles d'utilisation. Je vous donne un exemple, on va pas tout revoir, mais la diffusion. Tout le monde pense que la diffusion, c'est quelque chose de très facile. D'ailleurs, dans les services, généralement, on a tous commencé avec la diffusion. Assez simple. La diffusion, si vous diffusez les huiles essentielles en présence d'un enfant de moins de 3 ans, ça équivaut à de la voie orale. C'est comme s'il avalait les huiles essentielles. C'est pas anodin. Là, je parle des enfants, je ne parle pas des asthmatiques. Voilà. On est en Alsace, la diffusion d'orange et de cannelle est très... voilà, on adore en Alsace, et voilà, la cannelle, c'est super. Les asthmatiques, moins. Ceux qui nous tirent le plus dessus, ce sont les dermatologues, et puis ce sont les pneumologues. Mais pourquoi ? Ils ont raison. Parce qu'en fait, c'est exponentiel. On utilise de plus en plus les huiles essentielles. On se retrouve avec de plus en plus de mésusages. Il y a une thèse en pharmacie qui est de Lucie Sago, qui a recensé tous les incidents et accidents liés au mésusage, liés à l'utilisation en fait, de l'aromathérapie. La première huile essentielle qui est incriminée, c'est la lavande. Et pourtant, c'est considéré comme atoxique. Sauf qu'il existe plusieurs sortes de lavande. Et si vous prenez la mauvaise, vous pouvez envoyer un enfant en convulsion et voilà, en réanimation. Donc c'est important de savoir que voilà, les doses, c'est important de respecter. On fait attention. Il y a le respect aussi on utilise un diffuseur, voilà, la diffusion, ok. Un enfant en bas âge ne peut pas être présent dans une pièce avec un diffuseur. Il y a
Il y a des huiles qu'on ne peut pas utiliser. Le type de diffuseur, on peut vite l'aborder. Faites attention aux diffuseurs aussi. Les diffuseurs avec les vapeurs d'eau, ça c'est très bien à la maison. Il ne faut juste pas oublier de les nettoyer, vos diffuseurs. Et il y a des diffuseurs, vous savez, les diffuseurs en verrerie là, qui saturent très vite l'atmosphère. Il faut faire attention aussi. Les asthmatiques, les épileptiques, les allergiques, tout ça c'est des contre-indications. Il y a des règles d'utilisation, clairement. Parce que voilà, il y a des populations fragiles. Alors on parle des femmes enceintes, des femmes allaitantes. On parle des enfants en bas âge, on parle des épileptiques, des asthmatiques, mais il faut aussi faire attention aux personnes qui sont atteintes de cancer, puisqu'il y a des huiles essentielles qui sont contre-indiquées, j'en parlerai un peu plus tard. Donc clairement, les huiles essentielles en toxicité, elles peuvent être dermocaustiques. Alors, ça ne va pas vous faire un trou sur la peau, mais appliquer des huiles essentielles sur une peau pure, ça peut en donner des irritations. Je vous donne vraiment les grandes lignes, c'est vraiment important. Vous sachiez aussi que les huiles essentielles, ça ne s'utilise pas n'importe comment. Elles sont photosensibilisantes aussi. Alors photosensibilisantes, ça veut dire quoi? Je ne sais pas si vous vous rappelez, dans le temps, les mamans pour bronzer, elles utilisent du jus de citron et de l'huile d'olive. On utilise la photosensibilisation des huiles, des agrumes pour bronzer. Ben là, c'est ça. La photosensibilisation, c'est voilà, on applique des huiles essentielles d'agrumes sur la peau, on va au soleil, on se retrouve avec des taches. C'est pas quelque chose de grave, mais il faut savoir que ça peut exister. Ça peut aller jusqu'à la brûlure en fonction des huiles essentielles que vous utilisez. Ce qui est beaucoup plus embêtant et ce qui est beaucoup plus grave, ce sont les toxicités, la neurotoxicité. C'est-à-dire que certaines huiles essentielles qui contiennent notamment, par exemple, des cétones, peuvent entraîner des convulsions, par exemple, à forte dose. Vous avez des huiles essentielles qui peuvent être très irritantes pour les reins. Alors la plupart du temps, c'est quand on les avale à forte dose. Mais le fait d'appliquer des huiles essentielles diluées ou pures régulièrement peut entraîner aussi des effets secondaires. Donc c'est important aussi de savoir que voilà, il peut y avoir des irritations au niveau rénal, il peut y avoir des problèmes hépatiques. On est en pleine période d'hiver. Alors j'entends voilà, des tas de personnes qui vont en pharmacie chercher des huiles essentielles parce que les huiles essentielles sont antivirales, antibactériennes. Le problème c'est que on avale ça, voilà, on n'a pas trop d'informations, on met ça dans un petit peu de miel, dans une tisane et on se retrouve avec une hépatotoxicité parce qu'on n'a pas pris le bon thym. Et le thym qu'on a pris, si on le prend en trop grande quantité, peut abîmer le foie. Donc c'est pas anodin. Je survole vraiment, mais j'avais vraiment envie de vous parler de ça parce que je pense que c'est important de dire que l'aromathérapie peut donner vraiment des bénéfices, mais il peut y avoir des dangers. Alors, j'ai pas mis le nom des huiles exprès. Je suis désolée, mais à un moment donné, voilà. Il faut juste vous dire que certaines huiles essentielles, quand on les avale, c'est comme si on vous injectait une ampoule pour sédater, pour endormir. Vous avez des huiles essentielles qui peuvent entraîner des spasmes laryngés chez les enfants, par exemple. Je vous donne un exemple tout bête. Vous avez de l'eucalyptus. Alors, il y a deux sortes d'eucalyptus, l'eucalyptus radié et l'eucalyptus globulus. Si vous donnez ça chez un enfant, l'eucalyptus globulus, peut même pas l'avaler, je parle même pas de l'appliquer, juste quelques gouttes. On a une dame qui a envoyé son enfant en réanimation parce qu'elle s'est dit, vous savez, c'est comme le VIX là, tout ça. Voilà, elle a pris l'eucalyptus, elle a mis ça sur le pyjama du gamin, et puis ben voilà, c'est quand on fait un spasme laryngé, quand on a la gorge qui se resserre, on n'a pas trop de temps pour réagir. Donc c'est voilà, ça peut donner ça. Question de dose, évidemment. Mais en même temps, voilà, il y a des règles d'utilisation. Alors, ça, c'est ce qu'on avait marqué dans le journal, mais c'est vrai que c'est un peu rigolo, mais quand même, une goutte d'huile essentielle de citron sur le dentifrice va blanchir les dents. Vous en mettez 20, vous allez avoir un saignement des gencives. Alors, vous allez me dire, ouais, bon, 20 gouttes d'huile essentielle sur une brosse à dents, il faut quand même y aller. Mais c'est pour dire. Il y a des huiles essentielles qui entraînent des crises d'épilepsie, puisque vous avez notamment la menthe poivrée qui abaisse le seuil épileptogène. Donc ça veut dire que quand on utilise la menthe poivrée et qu'on a tendance à faire des crises d'épilepsie, on va majorer ce risque. Et puis vous avez une huile X, alors je ne vous dirai pas laquelle, qui peut entraîner, on peut tuer avec des huiles essentielles. Alors je ne vous dirai pas laquelle, parce que voilà, les voisins sont peut-être pas toujours sympas, mais ça laisse des traces. Donc c'est pas laquelle. Mais il faut quand même le dire. Je vous donne un exemple. Alors c'est pas sur l'humain, mais sur voilà, il a été élu un jour par un monsieur que voilà, l'huile essentielle de menthe poivrée, ça élimine les puces. Il a versé la moitié du flacon sur le dos du chien, le chien est décédé. Donc on peut tuer avec des huiles essentielles aussi. Je suis peut-être un peu, mais c'est il faut. Donc clairement, il y a une chose aussi à laquelle il faut faire attention. Les huiles essentielles, alors bien sûr, il y a les populations fragiles, etc. Mais il y a aussi les interactions médicamenteuses. Il y a des huiles essentielles qui ne vont pas avec certains médicaments. Il
Il y a des huiles essentielles qui ne vont pas avec certaines maladies. Quand on est sous corticoïdes, on a des huiles essentielles qui agissent comme des corticoïdes. On ne va pas doubler la dose. C'est intéressant quand on peut remplacer, dans certains cas, et là on n'est pas dans l'aromathérapie familiale, hein, des corticoïdes en application cutanée, par exemple, par des huiles essentielles. Elles fonctionnent comme les corticoïdes sans les effets secondaires. Mais ce n'est pas aussi simple. Là, on est vraiment en survol. Hein. Il y a des huiles essentielles qui sont contre-indiquées pendant la grossesse, parce qu'il y a des huiles essentielles, comme pour la prise en charge des malades qui sont atteints de cancer, les cancers du sein, cancer de la prostate, etc. Vous avez des huiles essentielles qui sont contre-indiquées parce qu'elles sont hormonales, c'est-à-dire qu'elles fonctionnent comme des hormones. Et dans certains cas de cancer, c'est vraiment pas à faire, on ne doit pas les donner. Donc voilà, il y a des interactions, il y a des contre-indications. Il y a des huiles essentielles qui sont fluidifiantes sanguines. Pourquoi quand vous mettez votre citron sur votre brosse à dents, vous en mettez un peu trop, ça saigne? Parce que c'est fluidifiant sanguin. Vous avez des huiles essentielles comme l'hélicryse, je ne sais pas si vous connaissez l'hélicryse. L'hélicryse, c'est une huile qui est quasi magique sur des hématomes. C'est vraiment très utile. Le problème, c'est que là, si vous n'avez pas la bonne qualité, elle est fluidifiante. Donc sur un hématome, ça peut être aidant, mais quand vous sortez d'une opération, si vous n'avez pas la bonne qualité, vous pouvez faire saigner encore plus. Donc là, la qualité importe vraiment. Moi, l'hélicryse, je l'utilise en hémodialyse. Mais la qualité est importante. Donc c'est le contenu chimique qui est important. Donc clairement, il y a des huiles essentielles qu'on ne peut pas mélanger avec certaines pathologies. Il y a des huiles essentielles qu'on n'utilise pas en cas d'asthme, en cas d'antécédent d'asthme, mais il y a des huiles essentielles qu'on peut utiliser pour améliorer l'asthme. Pas n'importe quel asthme, et là on fait pas ça à la maison. Mais c'est possible. On utilise des huiles essentielles. Alors, en règle générale, la plupart du temps, ce qui est connu, c'est la diffusion. Comme dit, vous avez différents diffuseurs. C'est important de choisir les huiles essentielles. Alors, je vais quand même vous donner quelques petits conseils comme ça, par-ci, par-là, pour que vous soyez quand même pas trop frustrés en partant. Mais si vous voulez maintenant assainir les locaux, on est en période de grippe, on est en période de gastro. Quand on est malade, quand on a un cancer, on est parfois immunodéprimé. Il faut faire attention. On peut assainir les locaux à la maison juste avec de l'eucalyptus radié ou du Ravinsara. Ça, c'est quelque chose qui est totalement compatible. Il n'y a aucun souci. Alors, il n'y a pas besoin d'acheter un diffuseur. Vous mettez 3-4 gouttes dans un bol, vous versez un peu d'eau chaude dessus, la vapeur va entraîner le principe actif, ça va durer 15 minutes, ce sera largement suffisant. Après, si vous voulez investir dans diffuseurs, c'est possible. Mais voilà. Ça, c'est aussi une façon de se protéger. On vous dit, attention, vous n'avez pas beaucoup de globules blancs, évitez la foule. Parfois, vous avez des visites, alors on a le nez qui coule, voilà. C'est pas évident, on ne va pas mettre des masques continuellement sur le nez. Ça, je vous assure, j'ai formé il n'y a pas longtemps, parce que je forme aussi les hôpitaux, et voilà, je me balade pas mal. J'ai un médecin dans un EHPAD pas loin de chez nous qui m'a dit, depuis 2 ans, on utilise l'aromathérapie, le Ravinsara, j'ai plus de gastro dans mon EHPAD, dans la maison de retraite. Hein, et j'ai eu 2 cas de grippe. C'est intéressant, quand on est immunodéprimé, de pouvoir faire ces petites choses qui sont pas... C'est pas grand-chose, mais ça peut vous protéger. Il y a l'inhalation. Alors vous verrez dehors, quand vous ressortirez, j'ai essayé de mettre quelques petites huiles pour que vous puissiez sentir, voilà, tester un petit peu. Et puis j'ai mis un inhalateur. Vous savez, c'est les sticks, comme pour le rhume, je ne vais pas donner de marque, hein, mais bon, voilà. Nous, on a les mêmes, et ils sont vierges, et on dépose des huiles essentielles. Alors comme disait une dame tout à l'heure, on met par exemple des huiles essentielles contre les nausées. Je vous parlerai d'utilisation, pourquoi on utilise les huiles essentielles. Ça, c'est intéressant, ces sticks. Une fois qu'ils sont chargés en huile essentielle pure, une quinzaine de gouttes maximum, vous pouvez l'utiliser pendant 2 mois. Ça tient 2 mois. Et vous l'avez dans la poche, à discrétion, à disposition, quand vous voulez. Vous n'êtes pas obligé d'attendre que l'infirmière soit disponible. Vous n'êtes pas obligé d'attendre que le médecin traitant passe parce que vous êtes nauséeux. Voilà, vous avez ça à portée de main. Vous êtes en examen, vous avez une angoisse. On n'est pas angoissé quand on est malade, c'est connu. Voilà. Donc on met des huiles qui apaisent. On met des huiles qui relaxent. Et ça, on l'a avec soi. Quand on a une bouffée d'angoisse, quand on ne va pas bien d'un coup, c'est intéressant de pouvoir s'appuyer sur ce stick parce que lui, il est là, dans la poche, et là, maintenant, tout de suite, pas dans un quart d'heure. Il y a l'application cutanée. Les huiles essentielles, on les utilise jamais pures, extrêmement rarement pures, et on les utilise diluées dans une huile végétale, amande douce, et ces applications cutanées représentent 80% des soins qu'on dispense à l'hôpital.
c'est vraiment la solution la plus sécuritaire. Appliquer les huiles essentielles. Alors il ne faut pas oublier que quand on applique des huiles essentielles sur la peau, ça passe en 10 minutes dans le sang, donc c'est pas anodin non plus. Ça, il faut le savoir aussi. Et puis il y a la voie orale. Alors clairement, la voie orale, c'est de l'ordre du médical. Il faut avoir le foie et la foi. Parce qu'avaler des huiles essentielles, je ne sais pas si quelqu'un a déjà essayé, tel quel, hein, c'est une expérience. Hein, voilà, c'est très fort. C'est faisable, mais voilà, j'en parlerai pas plus. On peut le faire, mais pas à n'importe quelle condition, pas n'importe quelle huile essentielle. On a déjà des personnes qui se sont brûlées à l'intérieur de la bouche. Alors il y a les mucides chimio-induites, et puis il y a les brûlures aroma-induites. Donc voilà. Ça, c'est ce qui vous intéresse le plus, je pense. J'ai essayé de ratisser large, j'ai essayé de vous présenter un peu quelles étaient les possibilités. Il y a des choses qu'on fait à l'hôpital, il y a des choses qu'on ne fait pas encore à l'hôpital. Voilà, il y a des grandes idées, il y a des choses qu'on utilise aussi à l'extérieur. J'ai la chance de travailler avec énormément d'hôpitaux, puisque je suis référente à l'hôpital, mais je suis aussi consultante pour de nombreuses équipes en fait, à l'extérieur de l'Alsace, en France, voire un peu plus loin, puisqu'effectivement le Canada s'intéresse aussi à ce qu'on fait. Mais j'ai essayé de faire en sorte de vous montrer quelles étaient les possibilités, avec quelques petites réserves. Il faut se dire que l'aromathérapie est rentrée dans l'hôpital parce que, voilà, on n'a montré pas de blanche, parce que clairement il a fallu convaincre. Ça a été un long chemin. Mais ça a été une nécessité aussi, puisque vous vous rappelez, monsieur Auduit, quand on avait les patients qui arrivaient en hospitalisation, ils avaient avant leur valise de vêtements. Maintenant, ils ont une valise avec leurs vêtements, les effets personnels, puis l'autre, ils ont une autre valise avec vitamines, homéopathie, compléments machin, enfin, ça devient compliqué. Et puis il y a les huiles essentielles. Les gens sont dans une demande constante de prise en charge un petit peu différente que l'allopathie. Régulièrement, j'ai entendu dans notre service, au secteur stérile, j'en ai marre de votre poison. J'ai l'impression qu'on m'empoisonne. Je veux plus de tout ça. J'en ai besoin, mais quand je peux éviter un petit comprimé de quelque chose, je vais chercher une solution naturelle. C'est pas parce que c'est naturel que c'est complètement atoxique. Donc on s'est dit, à un moment donné, il va falloir proposer les choses qui soient sécurisées, et qui soient aussi efficaces. 60% des patients atteints de cancer se tournent à un moment donné ou un autre vers une médecine dite complémentaire. C'est important. La moitié des patients qui utilisent l'aromathérapie à l'hôpital continuent à la maison. Il y a intérêt à ce que ce soit cadré et sécurisé. Donc c'est pour ça aussi que je suis là ce soir. C'est pour vous donner les possibilités, mais vous dire aussi attention. Alors, voilà, on a commencé au départ avec les troubles digestifs. Alors ça, vous connaissez, hein, il y a des patients dans la salle qui ont testé chimiothérapie la plupart du temps. Ben voilà, il y a des nausées, il y a des vomissements, de façon plus ou moins importante. Donc on utilise, alors je vous ai mis quelques petites infos. On utilise le gingembre, le citron en huile essentielle. Il y a l'amande poivrée aussi, mais attention, l'amande poivrée, on ne peut pas la donner à n'importe qui. Si vous voulez être sécuritaire, prenez juste du citron et du gingembre, sans aucun souci. Ça, c'est quelque chose qu'on peut faire respirer une femme enceinte aussi, mais pas l'amande poivrée. Donc, si vous voulez vraiment démarrer, voilà, vous avez des nausées, vous connaissez quelqu'un qui a des nausées, vous voulez vraiment vous lancer là-dedans, okay, pourquoi pas. Huile essentielle de citron et gingembre, 2-3 gouttes sur un mouchoir, sans problème. Constipation, c'est pareil. On pourrait utiliser du gingembre mélangé dans un petit peu d'huile végétale sur le ventre. Ça favorise les contractions intestinales, ça peut aider. Alors après, tout dépend de l'origine de la constipation, c'est pareil. C'est jamais aussi simple en fait. Hein. Mais là, c'est vraiment des informations que je vous donne, voilà, en général, on va dire. Hein. Ça, c'est un gros morceau. Huile essentielle et prise en charge de la douleur. C'est quelque chose qu'on utilise souvent. On l'utilise à l'hôpital, j'utilise aussi beaucoup à l'extérieur. On a différentes molécules qui sont à notre disposition pour prendre de différentes façons les types de douleurs. Alors, il y a des huiles essentielles qui sont anti-inflammatoires, des huiles essentielles qui sont antispasmodiques, il y a des huiles essentielles qui vont un petit peu anesthésier par le froid, comme l'amande poivrée, par exemple. Puis, il y en a qui vont faire un petit peu, vous savez, comme l'anesthésiant, la lidocaïne, par exemple. Voilà, on a des huiles essentielles qui font un petit peu pareil. Donc, on a un ensemble, ça c'est un exemple, hein. On a un ensemble de molécules chimiques dans les huiles essentielles qui sont à disposition pour utiliser en co-analgésie, c'est-à-dire qu'on va utiliser les huiles essentielles contre la douleur, pour diminuer la douleur, en plus des traitements
de la douleur. Il est hors de question d'enlever de la morphine pour mettre des huiles essentielles à la place. Par contre, certains mélanges à appliquer, par exemple, permettent de ne pas monter certaines doses, voire parfois d'espacer les interdoses, parfois même de les enlever. Tout dépend de l'origine de la douleur, etc. C'est pas aussi, là encore, pas aussi simple. Mais on a vraiment, dans le domaine de la prise en charge de la douleur, à notre disposition tout un tas d'huiles essentielles qui peuvent être vraiment aidantes. Et ça, les retours, on en a énormément. Alors, on prend en charge des douleurs articulaires, musculaires, tendineuses. On a des mélanges sur les colites, ça c'est important. On a des douleurs sur les mucites, des traitements sur les aromatiques sur les mucites. On connaît bien les mucites quand on est sous chimiothérapie, hein, les aftes, etc. Certaines huiles essentielles, on appelle ça, elles sont morphine-like. Elles se fixent sur les mêmes récepteurs que la morphine. Donc on peut dire qu'elles sont quasiment aussi efficaces parfois que la morphine. Alors bien sûr, c'est pas à manier comme ça, on fait pas ça à la maison comme ça facilement, c'est pas de l'aromathérapie familiale non plus. Mais il y a vraiment des choses à faire dans la prise en charge de la douleur. On travaille de plus en plus d'ailleurs avec les centres de la douleur. Hein. Alors ça, c'est ce qui était noté dans le journal. On a parlé des douleurs neuropathiques. L'huile d'aconite. Alors EL, ça veut dire extrait lipidique. C'est un macérat d'aconite. L'aconite, au départ, c'est un poison. Mais à dose infinitésimale, c'est vraiment un anesthésiant, on va dire, des terminaisons nerveuses. Ce qui veut dire que quand on a des douleurs neuropathiques, il y a possibilité d'appliquer cette huile qui va endormir, si vous voulez, la douleur. Alors, je n'ai pas le droit de dire le labo. Il y a 2 labos qui existent, qui font ce genre de préparation. Il y en a un qui est plus dosé que l'autre. Celui qui est le plus adapté, je vous ai mis un exemplaire de flacon dehors, comme ça vous verrez d'où ça vient. C'est un flacon qu'on peut obtenir, c'est une préparation magistrale, donc ça veut dire que c'est un flacon qu'on peut obtenir sur prescription médicale. Si ce n'est pas suffisant, on peut rajouter des huiles essentielles, justement, qui sont typiquement connues pour apaiser les douleurs, névralgie, ce genre de douleurs. Là aussi, il faut être encadré, on ne fait pas ça comme ça. Ce qui est important, c'est de pouvoir se tourner vers des professionnels qui connaissent les huiles, qui connaissent la maladie, comme a dit M. Auduit. Il faut connaître la maladie, connaître le patient, il faut connaître la clinique. Les aromathérapeutes, ça fleurit, voilà, c'est comme les naturopathes, il y a tout. C'est important de pouvoir connaître aussi le fonctionnement du corps humain et la physiopathologie. Il y a des gens qui se lancent dans l'aromathérapie, qui vont être là dans du conseil, c'est comme pour tout, qui ne savent pas de quoi ils parlent, qui ne savent pas ce que c'est que la maladie du cancer. Donc il faut vraiment faire attention. Et là, c'est quelque chose que je voudrais aborder avec vous, c'est que ce qui est important, c'est pas d'avoir seulement des solutions, c'est de pouvoir aussi cadrer et sécuriser. Et la seule façon, c'est de travailler ensemble avec les médecins, travailler avec les médecins libéraux aussi, de façon à ce qu'ensemble, on puisse trouver des solutions. Prise en charge de la douleur, voilà, il y a les molécules traditionnelles, les molécules allopathiques, et puis il y a d'autres possibilités. Alors, il y en a qui font de l'acupuncture, il y en a qui font de la mésothérapie, enfin voilà. Il y a aussi l'aromathérapie, notre travail, c'est aussi de sécuriser les pratiques. Donc on travaille ensemble, on met ensemble nos pratiques, nos connaissances, nos exigences, de façon à vraiment sécuriser cette prise en charge. C'est important. Alors je suis peut-être un peu redondante, hein, je suis désolée, mais c'est vraiment le message que je veux faire passer. Donc voilà, l'huile d'aconite, c'est vraiment quelque chose qui est intéressant à utiliser, et je pense que les médecins le prescrivent de plus en plus en fait. Quand vous avez des fourmillements, ça peut aider, mais pas toujours. Quand vous avez vraiment les douleurs, ça aide parfois. Alors, je dis parfois parce que on est dans l'intensité là. On ne va pas enlever les douleurs neuropathiques. Faut pas se leurrer, hein, on n'est pas dans la magie. Par contre, on va descendre d'un cran ou deux l'intensité de la douleur. C'est déjà pas mal. Parfois, ça enlève. Voilà. Vous vous rappelez, je vous ai parlé des hydrolats. Quand on a des problèmes de bouche, on a plein de formules. Alors ça, c'est la théorie et la pratique. Il y a un grand monde entre les deux. Hein. On a des formules qui utilisent des huiles essentielles dans la bouche. Moi, j'ai tout testé. Je me suis dit, tant qu'à faire. Alors, bon, j'ai pas une mucite, hein, j'ai pas eu de chimio. Mais rien que sur une bouche dite saine, utiliser des huiles essentielles, c'est quelque chose de très fort. Les huiles essentielles, on en a très peu en quantité. On a, un demi-litre d'huile essentielle pour 400 litres d'hydrolat. Les hydrolats, ça contient moins de 0,1% d'huile essentielle. C'est tout à fait sécuritaire. On peut les utiliser pour les personnes fragiles, pour les enfants, parce que là, on a des adultes en face de nous, mais il y a aussi les enfants qui sont malheureusement cancéreux. Donc il faut penser à eux aussi. Quand vous avez un problème d'afte, quand vous avez un problème de mucite,
Les hydrolats sont très intéressants parce que c'est très doux, mais c'est efficace. Donc l'hydrolat de laurier ou de girofle, vous mettez 3 cuillères à soupe dans un demi-verre d'eau et vous rincez la bouche avec. Si malheureusement quelqu'un par mégarde l'avale, c'est pas grave, parce que ça peut s'avaler. Quand vous avez une candidose, quand vous avez un champignon dans la bouche, l'hydrolat de laurier ou de girofle, pareil. C'est aussi antibactérien, antifongique, donc ça tue les champignons. C'est très aidant. Et c'est sécuritaire, parce que vous n'allez pas vous brûler la bouche avec des huiles essentielles. Les hydrolats, le problème, c'est que ça ne se garde pas vraiment bien. Donc on les met au frigo. Et puis à l'hôpital, pour le moment, on ne les utilise pas trop, parce que c'est compliqué de mettre en place des choses à l'hôpital. Mais petit à petit, ça vient, parce que quand vous avez une bouche qui saigne, quand vous avez une bouche qui est avec des champignons dedans, avec du candida par exemple, les hydrolats, ça aide beaucoup. Et puis il y a ce qui est intéressant aussi, c'est les hydrolats mélangés avec du gel d'aloe vera. Alors, je ne vais pas faire la sorcière avec, on va ramener la miel, l'argile, voilà, on va pas faire la cuisine. Mais juste pour dire que le gel d'aloe vera, quand les personnes, quand on est en fin de vie, quand on a la bouche sèche, quand on mélange gel d'aloe vera plus hydrolat, c'est une consistance semi-liquide qu'on peut badigeonner dans la bouche. Actuellement, à l'hôpital, on n'a pas grand-chose. Franchement, on est limité dans les soins de bouche. Ça se fait à l'extérieur, à l'hôpital, pas encore. Mais c'est à vous aussi de demander, d'interpeller en disant mais il y a des solutions, est-ce qu'on ne pourrait pas? C'est aussi vous qui faites notre force. Et les hydrolats, on ne les utilise pas que pour les soins de bouche. On les utilise aussi pour nettoyer les plaies. On a des plaies parfois qui sentent très mauvais. On a la possibilité d'utiliser là encore l'hydrolat de laurier. Ça nettoie, ça anesthésie un petit peu aussi, puisque c'est un anesthésiant type lidocaïne, le laurier, donc ça va un petit peu anesthésier. C'est intéressant, plutôt que de nettoyer une plaie avec du sérum physiologique, on pourrait l'utiliser avec de l'hydrolat. Il y a des sprays aussi. Quand on a des bouffées de chaleur, rhumothérapie, etc., il y a des fois des inconforts comme ça, on peut utiliser les hydrolats dilués à 50%, c'est-à-dire un volume d'hydrolat avec un volume d'eau, vous le faites en spray, ça peut vraiment apaiser une peau qui est irritée, ça peut détendre. Les hydrolats, on les utilise aussi donc dans les soins de bouche, mais aussi dans le bain. Ah, moi j'aimerais bien prendre un bain qui sent bon, mais alors dans les huiles, avec les huiles essentielles, si on ne les utilise pas correctement, on peut être brûlé avec les huiles essentielles. Les huiles essentielles ne se mélangent pas dans l'eau, donc il faut les mettre dans une base. Mais il y a des tas de gens qui ne le savent pas, qui versent les huiles essentielles dans l'eau, donc ça flotte. Et quand on se baigne, on a les huiles essentielles pures sur soi. Ça peut être très embêtant. Donc les hydrolats, pour les enfants, on n'utilise pas les huiles essentielles n'importe quel âge. Les hydrolats, on peut utiliser dans le bain sans aucun problème. Donc c'est très sécuritaire. Le problème, c'est comme dit, la conservation est limitée. Mais on en utilise régulièrement et franchement dit, c'est tout à fait faisable même en milieu hospitalier. Il faut juste faire accepter ça aux pharmaciens. Parce que les huiles essentielles, c'est un complément alimentaire en fait dans la législation pharmaceutique. C'est pas un médicament. Donc on a parfois des difficultés à faire accepter l'aromathérapie dans certains hôpitaux, dans certaines pratiques, parce que le statut des huiles est un peu flou. Donc c'est un peu embêtant. Mais les hydrolats, pensez-y parce que vraiment c'est intéressant, c'est sécuritaire et puis c'est très doux. Mais à ne pas négliger non plus, quand même, il y a vraiment un effet thérapeutique derrière. Hein. Les problèmes cutanés. Alors, je vais en parler. Vous avez quelqu'un qui est couché, qui commence à avoir des rougeurs, et quelque chose qui est très facile à faire, et que vous pouvez faire ça même à la maison si vous avez quelqu'un d'alité. Une goutte de lavande fine dans votre crème que vous allez utiliser pour masser, il n'y a pas de souci, ça c'est pas un problème. C'est quelque chose qu'on peut faire facilement. C'est des petits trucs que je peux vous donner comme ça en étant tout à fait sécure. La radiodermite, c'est-à-dire les brûlures liées à la radiothérapie. Je veux quand même attirer votre attention que ça existe, l'aromathérapie, utiliser les huiles essentielles pour diminuer les brûlures liées à la radiothérapie. Le problème, c'est que si vous le faites n'importe comment, vous allez arriver à votre séance de radiothérapie, le radiothérapeute va sentir les huiles essentielles, vous allez faire demi-tour. C'est pas possible ça. Ce qui serait intéressant, c'est de pouvoir travailler avec les radiothérapeutes. Alors dans certains hôpitaux, ça se fait, mais pas encore ici. Et établir des protocoles, là aussi sécuritaires, en disant il y a des possibilités, voilà les études qui prouvent que. On pourrait très bien imaginer un protocole. Parfois,
quand vous avez une radiothérapie, on vous dit, ben voilà, utilisez telle ou telle crème à la fin, après, vous utilisez ça jusqu'au lendemain. On pourrait très bien imaginer, et c'est ce qu'on fait en libéral, rajouter les huiles essentielles dans votre crème. Il y a des huiles essentielles qui sont radioprotectrices. Le problème, c'est qu'il ne faut pas faire ça comme ça. C'est pas aussi simple, parce que là aussi, vous risquez de vous faire renvoyer. C'est pas quelque chose qu'on peut accepter. Donc, c'est possible, sachez-le, mais voilà, c'est pour ça que je vous ai dit que vous serez frustrés en repartant. Donc, l'acné médicamenteuse, voilà, il y a des possibilités aussi de prise en charge. Je ne veux pas marcher sur les plates-bandes des dermatologues. On travaille de plus en plus avec les dermatologues, même si au début ils nous tiraient dessus parce qu'ils récupéraient les mésusages. Mais on a vraiment une grande place aussi à prendre dans les soins au niveau de la dermatologie. Et puis il y a les plaies nauséabondes. Les plaies nauséabondes, clairement, on en voit parfois en cancérologie. Alors la seule chose que vous pouvez faire, sécuritaire on va dire, c'est une goutte d'huile essentielle à l'extérieur du pansement. C'est terrible, parfois la famille ne vient plus parce que les odeurs sont tellement importantes qu'on n'arrive plus à venir rendre visite. Ce qui est encore plus difficile, c'est pour le patient parce que lui, il ne peut pas sortir. Il l'a sur lui. Donc une goutte d'une huile essentielle qui sent bon sur l'extérieur du pansement, là, il n'y a aucun souci, vous ne risquez rien. Après, il y a des prises en charge qui sont un peu plus poussées, c'est-à-dire qu'on peut s'occuper de la plaie. Ça, on l'a déjà fait régulièrement en libéral. En libéral, ils sont aussi assez démunis. Hein. Mais là encore, c'est prescription médicale. On travaille toujours avec les médecins. Jamais, on applique des huiles essentielles, on utilise l'aromathérapie, en tout cas en tant que professionnels, sans que le médecin valide, sans que le médecin soit d'accord, sans que le médecin ait toutes les informations nécessaires à la compréhension du protocole et à la sécurisation du protocole. Ça, j'insiste, je le dis. Les soins palliatifs, ça c'est aussi un domaine important puisque voilà, parfois le chemin se termine. Et il y a la prise en charge de la douleur, évidemment. Il y a l'accompagnement des familles, alors ça c'est quelque chose qu'il ne faut pas oublier. Il y a aider les aidants, hein, on en parle, hein, il y a des livres écrits là-dessus. Hein. C'est-à-dire accompagné par une odeur qui va rassurer. C'est donner un stick peut-être aussi à une famille. Un stick pour le stress pour le patient, mais la famille qui est autour, pareil, peut aussi en bénéficier. C'est ce qu'on appelle les accompagnements de fin de vie, c'est ce que font les collègues, c'est des touchés avec des touchés aromatiques, c'est-à-dire un petit massage avec une huile qui sent bon, qui détend. Je vous parlerai des odeurs tout à l'heure, vite fait, parce que voilà, le temps passe. Il y a des diffusions qui vont assainir, qui vont rassurer, qui vont changer l'odeur aussi. Et puis on va agir sur tout ce qui est trouble du sommeil, évidemment, tout ce qui est sur angoisse et gestion de mauvaises odeurs, ça je vous en ai parlé. Troubles psycho-émotionnels, je voudrais en parler. Ça, je vous ai donné quelques petits noms d'huiles essentielles qui sont intéressantes et complètement atoxiques. On ne dort pas bien à l'hôpital, qu'on ait un cancer ou pas. On ne dort pas bien à la maison non plus. Que ce soit le patient ou la famille. On s'inquiète. On n'arrive pas à dormir parce que voilà, celui qui est à côté, est-ce que ça va bien se passer? Est-ce qu'il a besoin? Est-ce que je vais l'entendre? Voilà, vous avez des huiles essentielles qui fonctionnent comme des anxiolytiques, comme des somnifères. On appelle ça des huiles essentielles qui ont des propriétés, qui sont benzodiazépines-like, c'est-à-dire qu'elles fonctionnent comme les somnifères. On ne va pas forcément remplacer d'emblée un somnifère par une huile essentielle, mais parfois on arrive à préférer une huile essentielle plutôt qu'un somnifère. Moi j'ai souvent entendu, je travaille de nuit, j'ai souvent entendu les patients dire « Non mais attendez, avec tout le poison que vous me donnez là, votre comprimé de somnifère, j'en veux pas ». Ça veut dire une nuit blanche. Ça veut dire que le lendemain, il y a la ponction sternale, il y a l'IRM, il y a plein de choses qui fait que la journée va être dure et longue. On leur donne en application un petit mélange avec un peu de lavande, un peu de camomille, un peu d'orange, des huiles qui sont apaisantes du système nerveux central. Ça va apaiser. Il y en a qui sont inductrices de sommeil, qui vont induire le sommeil comme le petit grain bigarade. Et vous allez vous poser, le sommeil va venir plus facilement et vous allez avoir un sommeil clair. Si vous relevez au milieu de la nuit pour avoir une envie de faire pipi, ça arrive, vous ne serez pas embrumé. Les chutes, ça arrive quand? La nuit, quand on a pris le somnifère, on se réveille pour aller faire pipi et hop, on tombe parce qu'on est complètement embrumé. On se réveille le matin, on a l'impression d'avoir encore le somnifère dans la bouche et dans la tête. Avec les huiles essentielles, vous n'avez pas ça. Ça fonctionne comme un somnifère, mais il n'y a pas les effets secondaires. C'est intéressant.
Et ça, je vais bientôt terminer justement là-dessus, je voulais vous en parler. C'est une spécialité de l'aromathérapie que je pratique énormément. Ça s'appelle l'olfactothérapie. Utiliser les propriétés émotionnelles des huiles essentielles. On part du principe qu'une huile essentielle correspond à peu près à une émotion. Alors c'est très synthétique ce que je vous dis. Hein. C'est-à-dire qu'avec les huiles essentielles, on va concevoir un parfum, ce qu'on appelle un parfum thérapeutique. J'utilise énormément en psychiatrie par exemple. On va concevoir un parfum qui va vous parler, qui va vous apaiser. En fait, on fait appel à un endroit du cerveau qui s'appelle le système limbique. Monsieur Litik, venez. Oh oui, attendez, c'est gentil, merci. On fait appel à une partie du cerveau qui est le centre des émotions. Les émotions, on en traverse plein quand on est malade, quand on est soignant aussi, quand on est patient, quand on est famille. Il y a des émotions qui débordent. C'est pas de la magie dont je veux vous parler, c'est juste utiliser les huiles de façon à ce qu'on puisse apaiser, de façon à ce qu'on puisse descendre en intensité les émotions. Alors je parle beaucoup avec des images, mais je dis toujours qu'au lieu de voir les choses noires, vous allez voir les choses grises, voire gris clair. C'est-à-dire, on se voit, on échange des mots, vous me donnez des mots MOTS et des mots MAUX. Je présélectionne quelques huiles essentielles, vous allez les respirer, que vous travaillez un petit peu. Ces huiles vont vous parler. Instinctivement, vous allez choisir ce dont vous avez besoin. Là, on est dans l'inné, c'est quelque chose... Alors, ça ne paraît pas scientifique et pourtant ça l'est. On sait que certaines huiles essentielles agissent plus sur le cerveau droit, le cerveau gauche, etc. C'est-à-dire que là, on est un peu dans une sphère très émotionnelle, mais l'émotion fait partie aussi du vécu de la maladie. Et c'est important. C'est important de respirer une odeur et de se dire « Ah, ça me fait du bien, ça me parle, ça m'apaise ». C'est en fait un accompagnement qu'on utilise beaucoup quand on a un long chemin devant soi et que parfois ça déborde. Donc, je me suis dit que la meilleure façon en fait de vous faire vivre aussi l'aromathérapie, c'est pas toujours avec du blabla. Donc quand j'aurai terminé, je vais vous faire passer des touches de parfumeur. Je vous ai fait un petit mélange. Je me suis dit la meilleure façon, c'est aussi de respirer ces huiles. Je fais quelque chose qui est compatible avec tout le monde, quelque chose qui est très doux. Alors vous n'êtes pas obligé de l'accepter évidemment, mais c'est juste vous faire toucher du nez ce que c'est que l'aromathérapie aussi, parce que c'est important. C'est pas juste avoir des informations techniques, scientifiques, voilà. Mais c'est important. Et ce qui est important, au-delà de accompagner, soutenir, soulager, c'est un outil supplémentaire dans la prise en charge du patient. On est tous là concernés par l'amélioration de la prise en charge du patient, atteint de cancer ou pas. On essaye tous de trouver des solutions et l'aromathérapie en fait partie, c'est un soin de support. Ce qui est important aussi, c'est de travailler hôpital et libéral. Parce qu'un patient, il est parfois à l'hôpital, mais parfois il est à la maison. Donc en fait, on développe de plus en plus dans notre domaine, mais dans le domaine traditionnel également, ce partage de savoir, ce travailler ensemble, de façon à ce qu'il y ait des protocoles qui soient utilisables à l'hôpital et à la maison. De façon à pérenniser, assurer une continuité de soins. Un patient qui a un problème de plaie, nauséabond, qui se dégrade, on est obligé de l'hospitaliser. Alors, on avait commencé quelque chose qui fonctionnait bien, on arrive à l'hôpital, on arrête tout. Qu'est-ce que c'est frustrant. Et inversement, on a mis de l'aromathérapie dans un service, j'adore, je sors, non, j'ai plus rien. Donc c'est important aussi de travailler ensemble. Tout ça, c'est le fruit d'un travail de 10 ans. Et tout ça, c'est aussi grâce à vous. Je crois que la meilleure chose à faire, c'est aussi de vous laisser la parole. C'est ce qu'on a fait à travers, je ne sais pas si j'ai le droit d'en parler, le livre. En fait, on a écrit un livre à 4 mains avec une collègue canadienne pour expliquer ce qu'on fait à l'hôpital avec l'aromathérapie. Et ce livre, c'est votre livre. Ce livre, c'est raconter ce qu'on peut faire avec l'aromathérapie de façon à convaincre. Il a été écrit au départ pour convaincre les Canadiens. Mais ça convainc aussi les professionnels en France. Et ça prend une ampleur importante.
La seule chose, c'est que dans votre intérêt, il faut que ces professionnels apprennent à utiliser l'aromathérapie en toute sécurité. Donc la formation est importante aussi. Votre formation aussi est importante. C'est-à-dire que même si vous n'êtes pas professionnel de santé, c'est important de chercher les informations et les bonnes informations, de façon à sécuriser votre pratique familiale aussi. Donc ce qui est important, c'est ce qu'on fait, mais c'est ce que vous faites aussi. C'est faire confiance à un jour à une infirmière qui dit « Est-ce que vous voulez de l'aromathérapie ?» Alors, je ne vais pas vous raconter son histoire, je pense que ce qui est le mieux, c'est que voilà, ce soit elle qui vous le raconte, mais j'ai un jour rencontré Claire, et elle va mieux vous raconter que moi son expérience aromatique. Je vais, pendant ce temps-là, préparer les petites touches de parfumeur, je vais vous les faire passer. Et je suis très contente qu'elle soit là. Parce que c'est aussi grâce à des personnes comme elle et des personnes comme vous qu'on est là et qu'on a cette énergie pour avancer. Oui, bonjour à tout le monde. Alors merci à Catherine là, pour cette introduction. Donc moi je vais être beaucoup plus brève que puisque j'ai pas du tout toutes les connaissances de Catherine en aromathérapie. Mais voilà, je suis patiente et j'ai été malade. Et voilà, je voulais vous faire part un peu de mon parcours pour expliquer un petit peu la place qu'a pris l'aromathérapie à un moment. Donc, mon parcours personnel, je suis médecin. J'ai travaillé pendant 34 ans à la protection maternelle et infantile, donc dans le domaine de la petite enfance. Et la cancéro et l'hémato, c'était vraiment pas ma tasse de thé. Et donc, et j'étais loin aussi des connaissances d'homéopathie, etc. J'ai pas eu l'occasion de l'utiliser dans ma pratique professionnelle, ou très peu, donc je suis assez miarde dans la matière. Alors, personnellement, donc à l'automne 2004, j'étais pas bien en forme, j'ai fait de l'hypertension, des troubles du sommeil, une fatigue très très intense, et donc j'ai pratiqué un bilan médical et biologique, et ça a été la découverte d'une anomalie des immunoglobulines, avec un pic anormal d'immunoglobulines, et est arrivé derrière le diagnostic de myélome. Donc là, comme un certain nombre d'entre vous dans la salle, le ciel m'est tombé sur la tête. J'étais déjà pas bien du tout, parce qu'en réalité, mes différents troubles, c'était pas tant le myélome qui se manifestait qu'une bonne dépression. Maintenant, on appellerait ça probablement un burn-out, mais voilà. Donc, j'étais vraiment pas bien du tout. Et c'était d'autant plus compliqué pour moi de comprendre que j'étais atteinte d'une maladie qui semblait tout de même assez sérieuse, et où on me disait qu'on n'allait rien faire parce que c'était pas le moment. Donc dans ce difficile parcours, heureusement, j'ai eu la chance d'être prise en charge par Monsieur Audouy. Et ça a été vraiment important, parce que au long de toutes les consultations, il m'a à chaque fois expliqué, réexpliqué l'évolution des choses, et il m'a aidé à comprendre un peu tout ce qui se passait. Et là, je dois dire que pour moi, en tant que patient, c'est extrêmement important la relation de confiance qu'on peut établir avec le médecin qui nous prend en charge, l'équipe soignante. Pour moi, c'était vraiment très important. Et donc finalement, c'est en janvier 2007 que j'ai commencé la chimio, et j'ai été hospitalisée fin mai pour une autogreffe de moelle. Donc je ne sais pas si ça dit grand-chose à vous tous. Donc en fait, on est pendant 3 semaines en secteur stérile, et on a une chimio très costaud pour se retrouver en aplasie, donc c'est-à-dire qu'on n'a plus du tout de défense immunitaire,
Et la greffe, en fait, c'est un peu comme une transfusion, simplement. Donc c'est comme geste, c'est pas si compliqué que ça, parce que parfois on imagine une autogreffe de moelle, on se demande si on va aller nous chercher je sais pas quoi, éventuellement dans la moelle épinière. Donc non, c'est la moelle osseuse. Et voilà. Donc par contre, le prélèvement se fait à Strasbourg auparavant pour prélever les cellules. Donc là, en fait, on a un cathéter d'un côté et un cathéter de l'autre, et en fait le sang passe dans une machine qui trie les cellules, et voilà. C'est peut-être à peu près. Je crois que c'est à peu près comme ça que ça s'explique. Voilà. Donc pour en revenir à mon histoire, j'ai été hospitalisée donc fin mai 2007, et la chimio d'induction, comme on dit, c'était bien costaud. Et j'ai eu des nausées absolument épouvantables. J'ai passé une nuit d'enfer. Et là, il y avait une petite fée dans le service, il y avait Catherine, et puis Stéphane, donc, qui tous les deux ont été là très souvent, parce que voilà, ces nausées ne passaient pas. J'ai eu le maximum, je pense, d'antinauséeux autorisés. Et c'était vraiment une nuit très très difficile. Alors en 2007, il n'y avait pas encore l'aromathérapie, et puis il y a certains médicaments aussi qui sont apparus depuis et qui sont bien plus efficaces que ce qui existait, je pense, en 2007. Donc en 2007, j'avais ce souvenir très difficile des nausées incontrôlables. Et après ces nausées incontrôlables est arrivée la mucite, dont Catherine a parlé. Donc là, en gros, vous avez toute la bouche et le tube digestif dépapillé, donc à vif. Donc il arrive un moment où même avaler une goutte d'eau, c'est même pas possible. Donc on arrête tout, et là, on vous nourrit par la perf. Et voilà. Donc là, on se retrouve avec de la morphine. Heureusement, on est quand même un peu shooté. Donc, après coup, on a des souvenirs un petit peu flous de ce qui s'est passé. Et donc, bien sûr aussi, 3 semaines à l'hôpital comme ça, c'est difficile. Il y a des moments où effectivement on est dans les brumes, mais il y a des moments où on est quand même bien angoissé. Et la nuit, c'est d'autant plus difficile. Donc à l'époque, j'avais des somnifères, un certain nombre de médicaments pour apaiser et passer le cap. Excusez-moi, je remets mes lunettes parce que j'ai écrit un certain nombre de choses et je vais peut-être en oublier. Donc, oui, donc ça, c'était mon expérience de 2007, où je suis restée 3 semaines à l'hôpital. J'ai récupéré, bon an, mal an, j'ai mis du temps. Physiquement, peut-être une petite année. Psychologiquement, c'était beaucoup plus long. Et finalement, ce qui m'a pas mal aidée, je me suis décidée en 2011 à suivre le DU de psycho-oncologie. Donc ça a été un travail psychique assez important pour moi, qui m'a permis de mettre des mots MOTS sur les mots MAUX que j'avais vécus. Et je me suis retrouvée on était une douzaine, donc des soignants, et ça m'a beaucoup aidée de pouvoir de suivre cette formation et de comprendre tout ce que j'avais vécu. Et voilà, j'ai fait un travail qui m'a vraiment sorti de la maladie, et pour moi c'était un peu une guérison psychique, toute cette étape. Voilà, donc j'ai fait un mémoire quand même un petit peu en lien avec mon travail, parce que on nous demande de faire un mémoire, mais moi la cancéro c'était quand même toujours pas ma profession, hein. Donc j'ai fait un travail sur la prise en charge des jeunes enfants dont un parent a un cancer,
Et donc la prise en charge par du personnel petite enfance, assistante maternelle ou dans les crèches. Donc voilà, ça m'a permis de rencontrer des assistantes maternelles, des responsables de crèches, et de réfléchir avec elles à comment on accompagne des jeunes enfants qui ont un parent atteint d'un cancer. Et puis, donc, après la suite de mon histoire, voilà, j'ai passé 7 ans sans traitement, donc c'était vraiment très bien. Et puis, ma foi, la maladie elle est toujours là. Je vis avec et en 2014, il a fallu que je reprenne un traitement. Donc là, c'était encore assez simple puisque c'était un traitement Péros, du Revlimid, si certains connaissent. Et alors par contre, ce qui était beaucoup plus compliqué pour moi, c'est que j'ai dû reprendre de la cortisone et je supporte très mal la cortisone. Je fais le yo-yo, voilà, avec des phénomènes d'excitation intense et puis après, je suis complètement KO. Donc, tout en travaillant, ça commence à devenir compliqué. Mais bon, voilà. Et puis, au bout de 2 ans, le médecin qui me suivait m'a parlé d'une deuxième greffe. Donc ça, c'était dur à avaler. Parce que j'avais vraiment pas envie d'y retourner. Hein. J'avais d'ailleurs dit à Monsieur Duy, après la première greffe, que ah non, hein, qu'on ne me referait pas le coup une deuxième fois. Et puis finalement, j'ai fini par me laisser convaincre, et d'une parce que j'ai réalisé que j'avais encore l'âge d'avoir une greffe, donc c'était quand même une opportunité, même si pour moi c'était pas facile. Et puis le médecin m'a expliqué que c'était le seul moyen pour passer à nouveau quelques années sans traitement. Donc, c'est quand même bon à prendre. Hein. Donc voilà, j'ai pris mon courage à 2 mains et on est reparti pour un deuxième tour. Et donc, j'ai eu la chimio avant l'hospitalisation et j'ai été hospitalisée, donc ça fait juste 1 an, le 5 février 2018. Et la première nuit où j'étais hospitalisée, qui je revois ? Catherine. Donc finalement c'était quand même pas mal pour moi parce que c'était un peu rassurant de retrouver des visages connus et de me dire que voilà, c'était pas facile mais que le médecin m'avait quand même expliqué aussi qu'on avait évolué au niveau thérapeutique et qu'on avait entre autres pas mal progressé sur le traitement des nausées qui étaient quand même des mauvais souvenirs que j'avais gardés. Donc voilà, j'ai connu cette deuxième hospitalisation avec effectivement des nausées nettement moins pénibles que ce que j'avais pu vivre. Et donc quand Catherine m'a proposé d'essayer des huiles essentielles. Moi, j'y connaissais rien, mais je me disais que de toute façon, si ça se passait à l'hôpital, de toute façon, Catherine, je lui faisais confiance. Et puis, de toute façon, dans le cadre hospitalier, je savais bien que c'était forcément très cadré. Donc bien sûr, j'ai accepté. Alors, j'aurais du mal à vous expliquer exactement ce dont j'ai profité, mais je sais que j'avais droit à des massages avec les huiles essentielles au niveau des poignets. Et entre autres, alors, pour les nausées, donc en complément des traitements classiques. Et puis aussi la nuit où il y a des troubles du sommeil, il y a bien évidemment des angoisses, voilà. Et ça a été, et je pense que ça a été aidant. Il y a eu aussi la nuit, vers la fin de l'hospitalisation, j'ai eu des douleurs osseuses assez intenses qui étaient liées au fait qu'on stimule la moelle. Et donc là, j'ai dérouillé, si l'on peut dire, au niveau des douleurs dans le bassin et les jambes. Et là aussi, Catherine a utilisé des huiles essentielles pour tenter d'apaiser aussi ces douleurs. Donc, mon expérience personnelle, elle est assez limitée.
Je ne saurais pas vous dire exactement ce dont toutes les huiles utilisées, mais en tout cas, je suis convaincue que c'était un complément utile par rapport au traitement classique habituel. Et alors, comme expliquait Catherine, on sort de l'hôpital et on n'en a pas tout à fait fini avec les soucis, à savoir que j'ai eu une bonne neuropathie au niveau des 2 pieds. Et donc j'avais des douleurs très intenses, ça me lançait dans les pieds. Et comme par hasard, souvent le soir, au moment où je me couchais, c'était encore pire. Donc j'étais très gênée par ces douleurs. Le médecin m'avait prescrit un traitement pour les douleurs neuropathiques en m'expliquant que ça pouvait donner des vertiges. Alors, j'avoue que j'étais quand même un peu réticente parce que je trouvais que j'en avais déjà assez bavé comme ça et que les vertiges, ça m'inquiétait quand même vraiment parce que j'avais eu l'occasion d'avoir des vertiges et franchement, ça m'angoissait l'idée d'avoir à nouveau des vertiges. Donc là, Catherine avait eu la bonne idée de me laisser un petit carton avec un numéro de téléphone. Donc je l'ai appelé et vous m'avez donné pas une potion magique, mais un mélange utile à appliquer 3 ou 4 fois par jour au niveau des pieds. Et ça a été effectivement aidant. Et ça m'a permis de prendre la dose tout à fait minimum de traitement neurologique. J'en ai quand même pris parce que j'en avais besoin, mais à minima. Et en complément, j'ai utilisé des huiles essentielles, mais pendant pas mal de semaines. Hein. Bon, la neuropathie, c'est de toute façon long et ça passe pas en quelques jours. Hein. Voilà, donc je n'y connaissais rien, mais j'étais franchement convaincue de l'utilité des huiles essentielles. Alors, Catherine m'a donné l'occasion de lire le livre sur les huiles essentielles et je vous invite à le consulter parce que moi j'ai appris quand même pas mal de choses, hormis la cancéro. Il y a un exemple d'une personne qui est lourdement handicapée et qui bénéficie vraiment des huiles essentielles pour permettre une communication. Une personne qui était très enfermée sur elle-même et qui a pu un peu communiquer justement grâce à ces huiles essentielles où il y a eu des senteurs qui m'ont apaisée. Voilà. Enfin, il y a plein d'exemples comme ça que j'ai trouvé vraiment intéressants. Donc j'ai appris pas mal de choses. Je ne crois pas que j'aurai le courage de faire un DU d'aromathérapie, mais bon, ça pourrait être un défi. Voilà. En tout cas, je vous remercie pour votre attention. Vous avez vu que vous avez eu affaire à une personne qui a de l'expertise, de l'expérience, qui sait rendre tout à fait abordable tous les concepts de l'aromathérapie. Et Dieu sait qu'il y a tellement de choses à savoir si on veut faire de l'aromathérapie correctement. Je crois que c'était important que vous ayez cet exposé. Je suis ravi d'accueillir aussi le docteur Valère Wittig, qui a des journées et des semaines extrêmement chargées, qui a quand même accepté de nous rejoindre ce soir, parce que je crois que c'est important, plutôt que d'écouter un oncologue retraité, d'écouter un oncologue médical qui est sur le terrain, là, depuis de nombreuses années déjà. Lui aussi, il commence à avoir les cheveux. Il n'était pas comme ça quand on l'a engagé. Mais bon, ça fait blanchir les cheveux en cancérologie. Et donc, Valère, est-ce que tu peux nous dire en quelques mots ce que tu penses, par ton expérience, de l'utilisation de l'aromathérapie chez les patients touchés par un cancer? C'est la JUS. Hein. Tu as besoin d'un micro? Si je me mets en face de tout le monde et que je parle assez fort, ça devrait pouvoir aller. J'ai une voix de presque retraité. C'est bon, continue. Oui, donc vous sollicitiez mon retour par rapport aux patients et à l'aromathérapie dans le contexte des chimiothérapies. En ouvrant un petit peu plus largement, je dirais,
J'ai eu pour ma part une certaine appétence pour tout ce qui est soins de support. Mais les soins de support c'est vaste et on me les a appris surtout sous le prisme de la bonne science bien fondamentale, mais qui est le point de départ, je dirais, et bien évidemment quand on est à la fac, alors, ça commence peut-être à dater pour moi aussi, je pense que ça a changé un petit peu, mais c'est sûr que le débat n'est pas vraiment forcément ouvert sur tout ce qui peut être extra-médicamenteux. Néanmoins, voilà, je vais garder quand même l'esprit ouvert par rapport à tout ça, sans avoir une expérience en particulier. Donc effectivement, je suis arrivé il y a quelques années maintenant, et puis j'ai eu vent, enfin un petit mail, un petit message comme ça, l'air de rien. Et alors pour le coup, aromathérapie, olfactothérapie, c'est vrai qu'on a tous entendu l'homéopathie, l'allopathie. Alors c'est vrai que l'olfacto, l'aroma, là c'était pas particulièrement ésotérique parce que je voyais bien où on voulait en venir, mais c'était quand même un petit peu les premières fois que j'entendais la possibilité du recours, en tout cas dans le domaine des soins de support, de l'oncologie ou de la médecine tout simplement. Donc j'ai pas forcément pu beaucoup aider à la mise en place, si ce n'est de dire allez-y, vous avez les mains libres, c'est parti, moi il n'y a aucun problème, et avec le recul, je crois qu'on en est tous bien contents. J'ai eu à constater clairement des grandes réussites de l'aromathérapie dans le service, notamment quand vous avez démarré plus particulièrement sur tout ce qui est aromathérapie à visée anti-nausée, où voilà, j'ai vraiment pu assister dans le service à des situations qui étaient le jour et la nuit, entre la première cure de chimiothérapie, la deuxième cure de chimiothérapie. On n'avait pas du tout la même approche et pas du tout le ou la même patiente qui rayonnait la deuxième fois alors que, comme disait madame, avait dérouillé la première. Donc voilà, ça c'était, je l'avais sous les yeux, je n'en doutais pas un seul instant, mais là c'était encore plus mieux. Et puis de fil en aiguille, je me suis rendu compte que c'était nos infirmières qui s'y mettaient, alors pas à l'aromathérapie, mais en tout cas à la proposer, à la distribuer, à s'y intéresser. Ça c'était un petit peu le deuxième, et là je remercie les infirmières parce qu'elles sont aussi, par la force des choses, celles qui sont le plus souvent en contact de nos patients et patientes. Les équipes de nuit qui plus est, on sait quand même qu'il y a beaucoup plus de choses qui se jouent la nuit, en tout cas des choses différentes qui se jouent la nuit, avec en plus tout l'apport justement et tout l'apport d'une aromathérapie et des odeurs, etc., dans une ambiance qui est lourde, hein. La nuit dans un hôpital, en fait, c'est très bizarre, hein. Je les ai côtoyés la nuit aussi dans d'autres circonstances, mais c'est un autre monde, oui, c'est bizarre et ça peut être très très oppressant. Je pense que la nuit, c'est vrai que ça me permet des échanges différents. Donc nos infirmières qui se sont mises à, comme ça, spontanément, au cours d'une visite, à discuter et à, on lit d'un patient, on se rend compte que la tolérance au niveau de la chimiothérapie et des nausées, c'était pas ça. Et puis on avait une infirmière qui par derrière nous, disait mais ce serait pas mal de proposer de l'aromathérapie. Ah ouais, on y va. Et c'est comme ça qu'effectivement il y a de plus en plus de propositions qui ont pu se faire, et j'en suis bien content. Je fais aussi de l'aromathérapie du coup moi, parce que de temps en temps ça crée des dépendances, ça j'ai oublié de vous le dire. De temps en temps on rentre dans la salle de soins et puis on fait... Non mais c'est quelque chose de... Il y a des bonnes odeurs aussi, sans vouloir réduire ça, mais il y a cette... on peut imaginer, nous, quelque part, toucher du doigt le bienfait et le bien que ça peut apporter, simplement parce que même pour nous, le fait de passer juste à proximité d'une chambre ou d'une salle de soins où il y a eu une préparation, il y a une espèce de quelque chose qui se fait. Ouais. C'est vrai que... Moi, je suis assez justement, je pense que le biais de l'odorat et
ait un moyen et un sens particulièrement intéressant, alors que on parle de tout ce qui est modification des odeurs, modification du goût dans le contexte des chimiothérapies. C'est assez extraordinaire de se rendre compte quand même que même en modifiant ces sens en particulier, on arrive à les utiliser et à les réutiliser à bon escient. C'est quelque chose d'assez fascinant. Donc je n'aurais pas non plus le courage de faire un DU en aromathérapie. À la retraite, peut-être. Mais en tout cas, je remercie de toute façon Madame Catherine pour avoir introduit tout ça. Et puis je remercie les infirmières qui pensent plus souvent que moi à le proposer. Et moi, je suis assez fan et assez sidéré des réussites que j'ai pu constater dans le service en cours de chimiothérapie. On manipule avec les odeurs aussi. Également eu. Okay. Merci Laurent. Alors vous avez un médecin, une infirmière et une ancienne patiente qui ont tous fait part de leurs expériences et apparemment tout à fait convergentes et positives. Donc je pense que on ne peut pas faire cocorico, mais il se passe quelque chose à Colmar en ce moment, à l'hôpital Pasteur, qui ne se passe pas ailleurs, c'est-à-dire l'introduction d'un nouveau mode de traitement, non pas du cancer, vous l'avez bien compris, mais pour accompagner le malade pendant son parcours de soins, à travers tous les méfaits de la maladie, bien entendu, en premier, mais aussi des traitements qui malheureusement restent pénibles, toxiques, difficiles à traverser. Et puis, il y a le côté physique, il y a le côté psychique, tout ça c'est important. Et là, on a la chance d'avoir quelqu'un qui, depuis 10 ans, voilà, votre diplôme, votre travail sur l'aromathérapie. Donc, je peux témoigner que vous avez beaucoup travaillé, que vous êtes venu vraiment, je ne sais pas, je ne connais pas le monde de l'aromathérapie non plus, mais il ne doit pas y avoir grand monde comme vous en France, et on a vraiment la chance d'avoir cette personne, ces compétences sur place. Alors profitez-en, ceux qui veulent partir peuvent partir, ceux qui veulent rester peuvent rester pour poser des questions à nos trois intervenants. Qui est-ce qui veut commencer à poser des questions? Madame. J'aimerais bien savoir. Merci. J'aimerais bien savoir chez qui, vers qui on peut se tourner quand on n'est pas forcément coincé par l'hôpital. Alors, c'est le problème. On n'est pas 50. Clairement, moi j'interviens au niveau de l'hôpital à la demande des médecins. Donc il y a des services qui sont utilisateurs, donc c'est un projet de service, etc. Voilà, ça c'est cadré. Il y a aussi possibilité d'intervenir dans d'autres services qui ne sont pas sous le coup d'un projet de service. Et donc médecins et demandeurs, ça il y en a de plus en plus. Ils me courent après maintenant. Et le problème c'est l'extérieur. Voilà. Donc, alors je ne suis pas là pour faire de la pub, juste informer que j'ai un cabinet qui a été fait à la demande de l'hôpital. Je dis juste aussi, dans un souci de transparence, que généralement, quand les patients sont hospitalisés et qui m'appellent pour un conseil, etc., c'est un suivi qui fait partie de l'hospitalisation, on va dire. Donc, je les prends en charge, mais voilà, c'est comme ça. Mais je ne profite pas des patients pour m'enrichir. On m'a claqué ça dans les dents cet après-midi, c'est pour ça que je fais le... Voilà. Donc je ne profite pas, je donne beaucoup de conseils comme ça. Il n'y a pas énormément de monde pour le moment. Il y a beaucoup de médecins qui se forment, des chirurgiens aussi. J'enseigne à la fac, Strasbourg, Dijon, enfin voilà. On forme des médecins, mais eux, ils sont sur place, ils n'ont pas le temps d'ouvrir un cabinet. Clairement, quand on fait une consulte d'olfacto, par exemple, j'en ai pour 1h30 à minima, on prend le temps, prendre le temps, écouter, accompagner. Donc c'est vraiment une relation d'aide avec comme soutien les huiles essentielles. Après, il y a des conseils pour les nausées, etc. Voilà, c'est vite fait.
mais on prend le temps. Donc, je suis désolée, il n'y a que moi pour le moment. Mais ça va donner des idées à d'autres. Alors, il y en a d'autres. Alors, voilà, il y a des collègues un peu partout en France qu'on a formés. On forme de plus en plus. Hein, on a une grosse demande puisqu'on est sur des DU cliniques. Donc, il y en a qu'un en France pour le moment. On va ouvrir un deuxième sur Dijon. On espère. C'est important de pouvoir former les professionnels, mais c'est aussi important de pouvoir former, mais en toute connaissance de cause. Comme je disais tout à l'heure, le problème, c'est que, voilà, c'est très tendance, hein, c'est un business aussi, hein, l'aromathérapie, clairement, il faut se le dire. Hein. Voilà, il y a des pharmacies qui arrivent à faire 20% de chiffre d'affaires en plus. Hein. C'est comme ça, c'est un business. Nous, on n'est pas dans le business, on est dans l'humain. Il faut faire les choses correctement. Alors, je reviens, je suis encore je rabâche. Mais c'est important, donc il faut que les gens puissent être pris en charge par des gens qui savent ce qu'ils font. Je suis infirmière, je ne suis pas médecin, je ne suis pas pharmacien. Par contre, je m'entoure de pharmaciens, de médecins, de chirurgiens, on travaille ensemble. On dit toujours, ensemble, on est plus fort. Et là, c'est important. Ce vers quoi je veux tendre, alors je suis très prétentieuse parfois, j'ai des idées de fou des fois, mais on travaille avec les professionnels, les collègues médecins, etc., pour travailler ensemble et concevoir des protocoles qui serviront à tout le monde ensuite. Une association? Existe-t-il une association d'aromathérapeutes comme il y a des associations de... Il faut se dire que c'est assez nouveau en fait ça. L'utilisation de l'aromathérapie, c'est très connu dans le pays anglo-saxon, dans l'olfacto, mais c'est très nouveau en fait. Un jour, il y a quelques poignées d'infirmières, je ne suis pas la seule, hein, mais bon, qui a développé à ce point-ci. Mais il y a quelques poignées d'infirmières qui se sont dit on va rentrer l'aromathérapie dans l'hôpital, dans les soins, dans le prendre soin. C'est très nouveau en fait. C'est très nouveau. Ça s'est développé énormément. Là, en l'espace de 2 ans, j'ai accompagné une 40aine d'équipes en France. Maintenant, je pars à l'étranger. C'est quelque chose qui est récent. Il faut laisser le temps. Et pour mettre en place quelque chose à l'hôpital, c'est beaucoup de temps, beaucoup de patience. Mais c'est faisable. Et c'est grâce à vous aussi qu'on tient et qu'on se dit... j'ai mon mari qui est dehors au stand de livres. Combien de fois, quand je me suis couchée le soir, je lui dis mais qu'est-ce que je suis en train de faire? C'est pas possible. Et à chaque fois, il me disait attends, t'as croisé tel et tel, qui t'a dit ça? Ce malade, il t'a dit voilà, vous m'avez aidé, etc. Et c'est ça aussi qui fait, c'est vos retours, c'est ce que j'ai mis dans le livre, c'est vos retours qui convainc aussi. C'est les médecins aussi. Alors bien sûr, on vient avec le scientifique et tout. Bon, ils acceptent, ils entendent, il y en a qui prennent des risques, mais après, il y a aussi le retour que vous pouvez donner. J'ai entendu une dame tout à l'heure me dire « Oh, mais vous êtes une fée, vous m'avez donné des huiles, j'ai plus de nausées, c'est génial. » C'est pas génial, c'est scientifique. Mais en même temps, c'est vrai que le proposer, c'est assez osé. Clairement, les débuts ont été difficiles. Mais tout le monde est dans la même optique, on travaille dans la même optique, c'est améliorer la prise en charge des patients. C'est pour ça qu'il y a les soins de support, c'est pour ça que voilà, il y a des tas de professionnels qui se forment à d'autres choses. Il y a de plus en plus, il faut savoir que depuis quelques années, à la demande du doyen de la faculté de médecine, il y a un enseignement facultatif, certes, mais à chaque fois c'est plein, sur homéopathie. On en pense qu'on en veut, hein. Ça on n'est pas là-dedans pour épiloguer là-dessus. Homéopathie, hypnose, phytothérapie, aromathérapie. Ça avance, mais pas n'importe comment. Donc c'est important. Donc oui, je suis désolée. On va peut-être prendre d'autres questions. Madame. Bonsoir, moi je voulais juste témoigner, puisque mon cher oncologue est là. Je crois que je suis un exemple d'optimiste et une espèce de Mary Poppins qui avait pas mal de choses dans mon sac. Mais ce que je voulais surtout témoigner aussi, c'est effectivement la bienveillance qu'il y a à Pasteur, l'ouverture d'esprit et la transparence et la confiance absolue que nous mettons en place entre patients et médecins et toutes les équipes. Et je crois que ça doit être dit et porté haut parce que effectivement j'ai eu la chance d'avoir des huiles essentielles dans le service d'oncologie de mes chers docteurs Tic et Tac, puisque c'est comme ça que je les ai appelés, mais ils le savent. C'est vrai que quand on les fréquente souvent, on essaye aussi de leur remonter un peu le moral, hein, parce qu'un patient qui va bien, ça peut aussi leur rendre un sourire.
Et puis, quand les patients reviennent et que ça se passe très bien, avec une saleté de cochonnerie qui s'était déclarée moins bien, je crois que c'est un bel équilibre. C'est une belle équipe, ouais, c'est une belle avancée, tout en étant conscient, effectivement, qu'il y a une épée de Damoclès au-dessus de notre tête, mais que ce soit des médecins comme Dr Bagot, comme qui m'a dit « Ah, bah vous verrez Catherine », quand je lui en ai parlé. C'est un tout, que ce soit l'acupuncture, mais encore une fois, quand votre oncologue vous dit jamais la 2e semaine après la chimio, ben vous obéissez comme un petit soldat le doigt sur la couture du pantalon. Voilà, ça peut marcher, ça marche. Il y a aussi ce formidable travail d'équipe. Et je peux vous dire quand même que pasteur, puisque j'ai été un petit peu faire un tour à Haute-Pierre, nous n'avons pas à rougir de notre pasteur. Merci à vous tous pour ce que vous faites. Merci. Moi, j'avais une petite question parce qu'on a bien compris ce soir qu'il fallait quand même pas prendre à la légère la façon dont on utilise les huiles essentielles. Ça nécessite un certain nombre de connaissances, de savoir-faire, etc. Donc on a besoin de gens pour vous accompagner. Donc on sait maintenant que vous êtes à la disposition des personnes. Vous n'avez pas non plus... Vous avez déjà des nuits blanches. Alors qu'est-ce que vous allez faire de vos jours si c'est pas pour vous reposer? Ma question était comment quelqu'un qui veut se procurer des huiles essentielles doit s'y prendre? Est-ce qu'il doit aller chez le pharmacien? Est-ce qu'il doit aller dans des magasins parapharmacie, etc. Un exemple. Dernièrement, j'étais à Paris, puis je suis passé devant une boutique de luxe. Ah mon Dieu, oui. Une bijouterie, quelque chose de magnifique, enfin, c'était assez féminin, c'est bien séparé. Je suis rentré, c'était des huiles essentielles. C'était magnifique, on avait envie de tout prendre. Vous savez, comme les magasins de thé ou les magasins d'épices, c'est très bien présenté, le packaging est super, mais est-ce que c'est là qu'il faut aller parce qu'ils font que l'aromathérapie et c'est très bien, ou est-ce qu'il faut se méfier? Enfin, je suis en train de dire, de déflorer un petit peu la question. Est-ce qu'il ne faut pas se méfier d'attrape personne à travers un beau packaging et puis dedans on ne sait pas trop ce qu'il y a? Qu'est-ce que vous en pensez? C'est une question très importante parce que ce fameux magasin... Non mais je n'ai pas le droit de le dire, vous le direz entre vous. Clairement, la qualité n'est pas toujours là où vous achetez les huiles essentielles. Personnellement et professionnellement parlant, moi j'achète les huiles essentielles en pharmacie. C'est important, il y a une traçabilité. Je ne dis pas que dans ce magasin, par exemple, il n'y a pas de traçabilité. Ils se sont améliorés de plus en plus. Seulement dans ce magasin, et donc sur le site internet, vous pouvez trouver des huiles essentielles qui vont vous aider à fabriquer de l'ectasie, par exemple. L'ectasie. Par exemple, je vous dirai pas laquelle non plus. Vous avez des huiles essentielles qui sont interdites à la vente publique normalement. Mais comme ils sont sous le coup d'une législation étrangère, ils ont le droit. Ça veut dire aussi que, voilà, il n'y a pas toujours la qualité. Vous avez de plus en plus, on se retrouve avec des ventes d'huiles essentielles. C'est un problème le statut des huiles essentielles. On essaye de faire changer les choses. J'ai eu la chance de travailler avec tout un groupe de 35 experts au niveau national. On a écrit ce qu'on appelle un guide d'utilisation de l'aromathérapie qui est dédié au monde médical et médico-social, hospitalier. Ça fait 180 pages. Je peux l'envoyer à tout le monde si vous le souhaitez. Il n'y a pas de souci. Ça traite, aromathérapie, qu'est-ce que c'est? Qualité, toxicité, indication thérapeutique, etc. C'est quelque chose qu'on a voulu, qui est à donner gratuitement, parce qu'on a voulu apporter les informations à tous. Normalement, c'est pour le monde professionnel, mais en même temps, vous êtes utilisateur, il faut vraiment faire attention. Effectivement, il y a une traçabilité qui est obligatoire. Il faut un numéro de lot. Pourquoi ce numéro de lot? Avec ce numéro de lot, s'il arrive un problème, on se retrouve avec une traçabilité possible, on va jusqu'au producteur. On arrive à trouver des huiles essentielles dans les magasins où ils vendent des livres, dans les magasins où ils vendent des trucs pour les maisons. Enfin, la qualité, quand on commence à creuser un peu le sujet, je vous donne un exemple. Vous avez du romarin. Tout le monde connaît le romarin. En huile essentielle, il y a 3 sortes de romarin. Il y a un romarin qui a une affinité plus pour les poumons. C'est le romarin à 8 cinéole. Il y a le romarin qui est plus pour, on va dire, tout ce qui est hépatique.
c'est le romarin à verbenone. Puis il y a le romarin que les kinés connaissent bien, c'est le romarin à camphre. Celui-là est hautement toxique. Vous avez une femme enceinte qui se retrouve voilà, avec un livre. Vous avez toutes les revues féminines donnent des formules. Quand on apprend, j'ai une collègue qui est pas loin, qui est de l'hôpital de Mulhouse, qui se forme au DU actuellement. On leur ramène pour travailler, voilà, pour essayer de développer l'esprit critique, des formules trouvées dans ces bouquins pour femmes là. Voilà. Et on se retrouve avec aucune contre-indication. On peut donner ça à tout le monde. Enfin, c'est hyper dangereux. Donc, ces choses-là, il faut les acheter en pharmacie. Les huiles essentielles, on les achète en pharmacie. Alors, il y a des parapharmacies, il faut être vraiment vigilant à ce que ce soit d'origine biologique, 100% pure et naturelle. Ça, c'est impératif, et rien d'autre à acheter. Alors, je vais peut-être me faire tirer dessus, hein, s'il y a un pharmacien qui n'est pas d'accord. Bon, ok, on peut discuter, mais non. C'est imparable. Ça, il faut acheter, c'est comme ça. Il faut une traçabilité, ça, c'est possible. Évidemment, vous n'allez pas appeler le laboratoire pour connaître la composition chimique, ok. Mais vous savez que c'est là que c'est possible. Le romarin, si vous vous trompez, c'est hautement toxique. Ça peut être abortif, neurotoxique et abortif à forte dose. C'est pas anodin. Vous vous trompez de l'avant, ben voilà. Le centre antipoison, en 2000, je crois que c'était 2005, il y avait 300 cas annuels de déclaration. Là, on est à plus de 3000. C'est exponentiel. Il y a de plus en plus de personnes qui utilisent l'aromathérapie. Il y a de plus en plus de mésusages. Je parlais d'une thèse tout à l'heure de pharmacie, où Luis Sago a écrit une thèse sur justement les accidents liés au mésusage de l'aromathérapie. Et c'est édifiant. Il y a une huile essentielle qui est utilisée par tous les sportifs. J'adore quand je fais les congrès, je me demande toujours alors, vous connaissez la Voltairie? Ouais. Il y en a qui connaissent la Voltairie? Ouais, super. Vous savez que c'est de l'aspirine en barre, 100%? Et là, vous avez les têtes. Aspirine en barre. Il n'y a pas très longtemps, j'ai une jeune fille qui m'a dit « j'ai fait une bêtise avec les huiles essentielles. Mon grand-père est en Népal. » C'est l'histoire vraie, hein, c'est pas pour gonfler le... Il est sous antivitamine K, il est sous anticoagulant, ce monsieur. C'est un petit papy de 80 ans, voilà, hein, bourré d'arthrose. Ben, on a tous de l'arthrose, on n'a même pas qu'à 80 ans. Hein. Et la Golterie, c'est anti-inflammatoire, c'est antalgique, ça c'est pas mal. Sauf qu'elle a oublié de lui dire qu'il fallait le diluer. Donc elle lui a ramené un flacon, puis il y est allé, hein, l'épaule, le genou, il a commencé à saigner du nez. Il n'est pas parti en hémorragie. Mais quand même, c'est typique. Alors là, du coup, ah mais c'est dangereux les huiles. Ah oui, mais parce qu'on les utilise pas bien. On envoie des gamins, les pédiatres, il ne faut même pas leur parler des huiles essentielles, hein, parce qu'ils récupèrent des gamins, mais vraiment en mauvais état à cause des huiles essentielles. Donc c'est important, la qualité, pharmacie. Moi je dirais pharmacie. Alors il y a des parapharmacies, regardez bien les étiquettes. Avant on trouvait flacon d'huile essentielle, romarin. Ok, romarin quoi? Ah ben romarin. Du coup, ça s'appelle les huiles essentielles chénotypées. C'est un drôle de nom, ça veut juste dire qu'on a identifié la molécule principale dans le romarin. On sait que c'est du romarin à cineole, du romarin à verbenone. Là, on sait qu'on peut choisir en toute connaissance de cause. Si vous achetez un romarin pour le foie et que vous prenez le romarin à camphre, ça ne va pas vous aider pour le foie. Il faut savoir. Et puis après, il y a les informations. Internet, c'est bien, mais il y a tout. Donc à un moment donné, c'est difficile pour vous de faire le tri, ça c'est sûr. Ah ben, c'est un business. Après, ils améliorent de plus en plus parce qu'il y a aussi... là, de temps en temps, on pousse des gueulantes. Hein. Ils disent attention, là, ce qui est fait, c'est pas correct. C'est aussi, il y a une arovigilance. C'est-à-dire qu'on est des professionnels avant tout. De temps en temps, on est aussi capable d'appeler les hautes autorités, de dire attention, là, il y a un problème. Il y a quelque temps, on s'est retrouvé avec une personne qui voulait absolument mettre sur le marché français des complexes d'huile essentielle qui contenaient de la noix de muscade, donc hautement toxique, c'est interdit en France, mais il voulait le vendre par le biais de, voilà, c'est quelqu'un qui est d'origine pays de l'Est, qui voulait absolument faire un business là-dessus. Voilà, c'était des capsules avalées, donc pour tout le monde, hein, tant qu'à faire, et un peu pour tout. Au départ, c'était pour les parasites intestinaux, et qui contenaient de la noix de muscade. Mais le problème, c'est le statut, donc parfois on peut contourner la loi, c'est un complément alimentaire, donc c'est pas grave. Mais ça peut être utilisé, et c'est de plus en plus utilisé comme un médicament. Donc c'est embêtant. Donc oui, effectivement, on achète ça en pharmacie, en parapharmacie, on fait attention à ce que les informations figurent sur le flacon et que ce soit les bonnes informations. Justement, les pharmaciens sont-ils tous ou presque? Alors, il y en a. Alors, le problème,
vous avez des pharmaciens qui vendent des huiles essentielles, qui se forment. Je connais des pharmacies, voilà, il y en a plein, qui préparent aussi eux-mêmes leur mélange. Bon, c'est lourd hein, pour une officine, mais voilà, il y en a qui le font de plus en plus d'ailleurs, parce que nous derrière, il y a ça aussi. Ils en vendent tous de plus en plus. Le problème, c'est que le conseil est pas ce jour-là. Donc, quand vous avez un pharmacien qui veut absolument vous vendre du pamplemousse à la place du palmarosa, ben, vous changez de crèmerie, vous changez de pharmacie. Quand vous avez voilà, une question et qu'on vous dit « Oui, bon, écoutez, changez de pharmacie. » Je suis désolée, mais à un moment donné, il faut... Ben, on ne sait pas... Faire un laboratoire aussi Oui, en pharmacie quand même. oui. Alors après, voilà. Il y a des conseils. Moi, il n'y a pas très longtemps, j'ai une pharmacienne qui m'a dit écoute, il faut que je te rencontre une bonne. Alors, là, ça commence pas déjà quand elle commence comme ça. Elle a voilà. J'avais fait une information. Moi, je viens de la vallée de Münster, et j'avais fait une information tout public justement pour expliquer voilà qu'est-ce que c'est les huiles, etc. Et puis j'avais bien insisté sur le côté bio et pourquoi. Et puis elle avait une représentante d'un laboratoire X qui est arrivée, elle s'est dit « Oh bah tiens, je vais lui demander si ces huiles sont d'origine biologique. » Alors ils ont dit les unitaires, donc les flacons purs hein, d'huile essentielle, lavande, voilà. Il y en a certains qui sont bio, et puis bon, bah, tous les mélanges prêts à l'emploi, de toute façon c'est pas bio. Mais vous inquiétez pas, véridique, hein, ce sont ces mots, une fois que le sirop est bouilli, de toute façon, il n'y a plus de pesticides. Okay. C'est extrême hein, ce que je vous dis, mais c'est véridique. Donc je crois qu'il faut arriver. C'est pas difficile de toute façon. Si vous voulez utiliser des huiles essentielles, il faut que vous, à minima, vous ayez des informations, vous cherchez des informations, un minimum de connaissances. Il y a possibilité de faire ça, voilà, l'aromathérapie familiale, il y a des petits bouquins. Je vous en ai ramené un. Je travaille avec le docteur Cook Marinier qui écrit pas mal de bouquins. Alors bien sûr c'est une copine, bon c'est sûr. Mais en même temps, j'ai ramené ces livres parce que dedans il y a ce qu'il faut, c'est sécuritaire. C'est-à-dire vous aurez une formule avec 3 huiles essentielles, pas plus. Vous n'avez pas une formule avec 10 huiles essentielles. Ça n'a pas de sens. Il n'y a pas très longtemps, c'était l'année dernière, en hiver, j'étais dans une officine, j'attendais mon tour. Et puis j'ai une pharmacienne qui a, voilà, une personne qui avait découpé une formule, voilà, prévention des maux d'hiver, dans une tisane des huiles essentielles. Et dedans, il y avait du thym-thymol. Alors pour vous donner une idée, le thym-thymol est extrêmement antibactérien, il y a aussi une grande toxicité. Le thym-thymol, c'est comme si vous preniez le plus gros antibiotique qu'on ait à l'hôpital pour une rhinite, pour un rhume. Ça n'a pas de sens. Et cette personne est arrivée avec cette formule en disant « moi je veux ça ». La pharmacienne n'était pas formée. Elle est arrivée, elle m'a dit je lui donne quoi, celui-là ou celui-là? Si j'avais pas été là, elle lui aurait donné. Alors, je dis pas que ça l'aurait tué, il faut quand même pas exagérer. Mais c'est comme ça qu'il arrive aussi, voilà, on prend une tisane, 2 tisanes par jour. Allez, puis on fait ça pendant des semaines. Il y a une toxicité, il y a une accumulation, et on se retrouve avec des problèmes hépatiques. Ah ben voilà, les huiles essentielles, elles sont dangereuses, hein, je vous l'avais dit. Hein. Voilà. Il faut un minimum, c'est comme quand vous prenez du dafalgan, enfin ce paracétamol, on vous apprenez aussi qu'il faut prendre une gélule et pas la boîte. Et là c'est pareil, on utilise en connaissance de cause à minima, on cherche les informations. Si la personne en face, le professionnel, n'est pas capable de répondre à vos questions, changez. Je ne peux pas dire autrement. C'est pas facile pour vous, ça je sais bien. Mais à un moment donné, quand on met le doigt dedans, déjà ça crée des dépendances, plus on lâche plus. Donc plus on avance, plus on a envie de savoir. Puis un jour on vient en DU. Donc, mais tout le monde n'a pas besoin de faire un DU. Mais voilà, il y a des petites formations, il y a des connaissances qu'on peut avoir voilà, dans les livres. Après c'est le bouche à oreille, il y a des livres qui sont connus et reconnus. De toute façon, dites-vous que c'est pas compliqué les huiles essentielles. Plus c'est simple, mieux c'est. Diffusez une huile essentielle pour assainir votre maison, il n'y a pas de souci, enfin, c'est tout à fait... Après, vous n'en mettez pas 40, 50, 70. Qu'est-ce que ça fait tout ça ensemble? Mais excusez-moi, le bon sens, c'est aussi d'aérer. Hein. Oui, alors après, voilà. Mais après, il ne faut pas non plus vouloir tout régler avec des huiles essentielles.
il faut rester logique, d'autant plus que là on est dans la gestion des ressources aussi. Les huiles essentielles, voilà, il va falloir aussi à un moment donné, les plantes, elles sont pas... C'est pour ça que j'insistais aussi sur le fait d'utiliser des hydrolats. Et ça va se développer de plus en plus, parce que ça a vraiment un pouvoir thérapeutique aussi. Et ça, on en a des litres et des litres. Il y en a qui les jettent, parce qu'ils ne les utilisent pas. Maintenant, les producteurs travaillent avec nous aussi. On dit, voilà, on utilise ça, on voudrait l'utiliser à l'hôpital, mais quand vous les donnez en 1 litre, ça ne se garde pas longtemps. Ok, pas de souci, on vous fait d'autres conditionnements, on va vous faire des petites ampoules de 20 millilitres, on va vous faire des petits flacons de 100 millilitres, de 50 millilitres. Parfait, c'est ce qu'il faut. Ils vont s'adapter, ils sont en train de s'adapter à la demande. Et ça devient un outil supplémentaire, complémentaire dans le soin, dans le prendre soin. Mais il faut que les choses soient faites correctement, de façon à ce qu'on puisse les utiliser en toute sécurité. Comment en êtes-vous venu à l'aromathérapie? Depuis quand elle existe? Qui c'est qui s'est penché le premier dessus? Depuis quand l'aromathérapie existe? Voilà, mais... longtemps. Comme les fleurs de bac. Oui, largement avant même. Largement. Les aborigènes utilisaient déjà les feuilles d'arbres ratés, notamment pour voilà, les Égyptiens, les embaumements, hein, c'est pas rien. Hein, voilà, vous avez Hippocrate qui a fait des fumigations de plantes. Alors c'est pas de l'aromathérapie est venue un petit peu après, parce que voilà, les alambics n'existaient pas encore tout à fait. Mais voilà, des fumigations de plantes pendant les périodes de peste. Voilà, et les molécules des plantes aromatiques sont extrêmement volatiles, donc voilà, on va dire qu'on va assainir l'atmosphère. Mais après, nous, on a commencé bêtement au secteur stérile parce qu'on utilisait le papier d'Arménie, et puis bon, on va dire que c'est pas très... Voilà, et puis un jour, je me suis dit, on va mettre un petit peu d'huile qui sent bon, mais pas auprès des patients. On dit, les odeurs, on ne peut pas les arrêter, donc à un moment donné, voilà, les odeurs sont arrivées jusqu'aux patients, puis ça sent bon. Quand on voit ça, on se dit, putain, il y a quelque chose à faire quand même, quoi. Je suis allée voir Madame Arnoux, et puis je dis voilà, faites un projet, on y va. Puis un jour je suis allée voir le docteur Audouy qui m'a dit bon, si c'est naturel, écoutez, on va voir. Et puis ça a commencé comme ça. Et puis on s'est dit oui, bon, faire pour faire, c'est un peu bête. De quoi on a besoin? En fait, c'est ça aussi. Quand on arrive à l'hôpital, c'est de quoi on a besoin. J'ai pas la prétention d'arriver et dire voilà, je vais régler tous les problèmes du monde avec les huiles essentielles. J'ai rencontré un chirurgien cet après-midi qui m'a demandé de venir. Je lui ai dit, mais je ne vous apprends pas votre travail. Moi, mon travail, c'est de vous expliquer quelles seraient les possibilités. Ensuite, on voit ensemble si c'est pertinent ou pas. Mais là, c'est pareil, on s'est dit, dans le service, de quoi on a besoin de plus? Qu'est-ce qui pose problème? Les nausées, clairement. Bien sûr, il y a le traitement allopathique, évidemment. Et on sait tous que ce n'est pas toujours suffisant. Une fois qu'on a donné le primpéran, voilà, tout ça, comme disait Claire, et après, c'est encore là. Donc on a le coca, oui, bon, d'accord, mais après, on a encore un peu l'aromathérapie. Donc voilà, il y a les nausées, et puis on sait tous qu'on est angoissé, même parfois c'est plus que l'angoisse, on monte dans les tours là, hein, comme je dis souvent, ils sont accrochés au rideau chez nous. Hein. Et puis, voilà, les troubles du sommeil, on ne dort pas à l'hôpital, hein, déjà parce que vous avez une infirmière qui vient toutes les 4 heures vous prendre l'attention, hein, c'est un peu énervant, on a envie de dormir, en même temps on se sent quand même un peu surveillé, donc c'est rassurant. Et puis, mais à l'hôpital, oui, effectivement, on ne dort pas. Donc il y a les angoisses, et puis voilà, on est dans un domaine, on est dans le domaine de la cancérologie, vous savez mieux que moi, on a des choses au-dessus de la tête, c'est pas simple. Et puis effectivement, la nuit, voilà, on pense à plein de choses qui ne sont pas toujours très agréables, et c'est là que tout ressort. Donc c'est pour ça que je reste de nuit, parce que c'est là qu'on peut aussi apporter vraiment beaucoup de choses avec l'aromathérapie. Mais les collègues de jour aussi, ça devient... Les équipes, c'est quelque chose... elles arrivent à se réapproprier le soin, ça redonne un sens aux soins, en fait. Et ça, c'est important aussi. Monsieur Littig disait tout à l'heure que ça fait du bien aussi aux soignants. Ça fait du bien à tout le monde. Les odeurs touchent. Quand vous sentez une odeur, la première réaction que vous avez, quand vous avez senti la petite touche là, alors il y en a qui n'ont peut-être pas aimé, mais la première chose à laquelle vous pensez pas, c'est j'aime bien, ou alors son truc, c'est pas terrible là. Vous réfléchissez pas, qu'est-ce que c'est? Ça vient en seconde intention. On est dans l'archaïque là, hein. On est vraiment, c'est inné. Je sens une odeur, ça me fait du bien ou pas. Et bien pour les équipes, c'est pareil. Vous avez des fois, alors j'espère qu'il n'y a pas de chirurgien là, mais il y a des fois des personnes un peu acariates comme ça, on peut les calmer.
Parfois, je dis aussi, voilà, quand on doit faire une réunion, on doit parler des vacances. Il y a des cadres des anciens cadres, c'est un sujet qui fâche. On va parler des vacances, en général, ça boxe pas mal. Vous mettez quelques gouttes, allez, juste du pamplemousse par exemple. C'est quelque chose qui est frais, qui est tonique, mais qui apaise en même temps. C'est un peu rigolo, mais c'est comme ça. On va se dire les choses, mais on ne va pas se taper dessus. En tout cas, pas tout de suite. C'est intéressant. C'est des petites choses. On diffuse des huiles essentielles, on accueille avec des huiles. Vous avez peut-être pas fait attention, mais en arrivant, j'avais mis quelques petites huiles par terre. Premier truc, c'est voilà, on baigne dedans, ça sent bon. Bon, à part si vous me dites votre truc, c'est pas possible, quoi. On essaye de prendre. Il faut les odeurs on a choisi les odeurs à l'hôpital qui parlent aux gens aussi. Si vous venez avec un frangipanier ou ça parle à personne, ça, à part les dom-toms. Mais il faut des odeurs qui soient reconnues, reconnaissables. Par contre, ça c'est encore un petit truc que je peux vous apprendre aussi. Anne, elle va, je le répète tout le temps parce qu'elle est, voilà. Les odeurs c'est important, mais quand on est dans une situation de grande difficulté, il faut mélanger les odeurs. Ne diffusez pas une odeur, mettez-en 2 ou 3. Parce qu'il y a ce qu'on appelle le marquage olfactif. Ça, je pense que c'est important à dire. Parce que parfois, on n'est pas toujours tout le temps à l'hôpital. Et parfois, on garde nos personnes voilà, un conjoint, un parent, un enfant, qui va partir, qui va nous quitter, et on l'accompagne. Et puis, mais moi j'ai entendu que la rose c'est super pour accompagner les gens en fin de vie, c'est super. Vous allez automatiquement créer un marquage olfactif. Vous allez, voilà, ma maman a décédé, ça sentait la rose. Tout le reste de votre vie, vous allez sentir la rose. C'est terrible. Donc ça, que ce soit à la maison ou à l'hôpital, ça on l'enseigne, on le dit, on le redit. Mélanger les odeurs, ça sent bon. C'est quelque chose qui est, on n'arrive pas à focaliser sur une odeur bien précise. Donc le marquage olfactif n'est pas possible. Mais par contre, vous allez bénéficier des propriétés des 3 huiles ensemble. Ensemble, on est plus fort. Et ça, c'est important. Alors je ne vais pas vous faire un cours sur tout, mais ça, c'est important. Parce qu'il y a des patients, mais il y a aussi des familles qui accompagnent. Et puis, il y a le toucher. Il y a le toucher, effectivement, on fait des petites papouilles, comme je dis, parce qu'il ne faut pas dire massage, parce que c'est destiné aux kinésithérapeutes, mais voilà, on fait des petites papouilles avec des huiles aromatiques. Pareil, on met quelque chose de léger, on mélange les odeurs. Et les odeurs parlent, on touche les gens, on arrive à toucher les gens avec les odeurs. C'est important. On arrive à apaiser des gens qui ont Alzheimer, qu'on n'arrive pas à approcher parce que voilà, le contact n'est pas facile. On arrive à les calmer à distance. On arrive à booster une équipe quand il faut travailler un peu. C'est possible aussi. Voilà, on arrive à calmer des ados aussi. Si vous voulez la recette, je vous le donne après. Voilà, les odeurs, c'est ce qu'on disait. Ça paraît un peu ésotérique, comme ça se dit, oh, c'est un peu bizarre, c'est pas très scientifique. Mais si, ça l'est. Ça, c'est vraiment la rhumatologie, c'est l'étude des odeurs sur les comportements. Je travaille énormément avec la psychiatrie, on arrive à faire vraiment des merveilles avec ça. Rien qu'avec des odeurs, avec ce parfum thérapeutique. Et les odeurs font du bien à vous, mais font du bien à nous aussi. On peut vite être très vite maltraitant quand on n'est pas bien. Et le fait de prendre soin aussi des collègues, le fait de prendre soin, tout confondu, hein, que ce soit administratif ou voilà, tout le monde. Faire du bien, prendre soin, ça change à tout le monde de le faire. On a la possibilité. Ça, c'est quelque chose qui est à votre portée. C'est utiliser des huiles essentielles en toute connaissance de cause, en respectant voilà, les règles d'utilisation, mais vous pouvez faire du bien aussi autour de vous avec les huiles essentielles, en complément du reste. Bien. Mais écoutez, s'il y a encore une dernière question, on peut la prendre. Sinon, on peut continuer à l'extérieur parce que vous voulez montrer un petit peu les huiles essentielles que vous avez apportées. J'ai pris quelques petits flacons, rien de... Voilà, c'est juste pour ceux qui sont curieux. Ouvrez, sniffez. Alors ne dites pas qu'on sniffe à la ligue. Hein, il y a quelques livres qui sont proposés. Il y a des livres qui sont proposés. C'est vraiment... Il y a un tout petit verre qui est vraiment aromathérapie familiale. Pas du tout destiné à la cancéro, mais c'est vraiment... avec des formules qui sont... là, vous apprendrez rien, mais vous aurez des formules qui sont sécuritaires. Pour ceux qui veulent creuser un peu plus, il y a le guide de Françoise qui est... Voilà, là, il y a de la toxico dedans, il y a des indications thérapeutiques, il y a des huiles, voilà, qu'est-ce que c'est que cette huile, qu'est-ce qu'elle contient, pourquoi elle est faite. Et puis il y a ce fameux livre, vous savez, d'une infirmière là, qui raconte un peu ce qu'elle a fait dans l'hôpital. Voilà. Et pour ceux qui l'ont ramené, je peux même mettre une petite bafouille. Oh,
ouais, je peux faire ça un petit peu, voilà. Ça fait un peu bizarre, mais voilà. Et voilà, mais merci à vous d'avoir fait le déplacement et puis